Alors bonsoir à toutes et à tous. À toutes et à tous. On remercie Ofer qui a organisé. On remercie le restaurant qui a pratiquement offert. Je suis très content de pouvoir reparler à Bruxelles. J'espère d'être à la hauteur du pays qui n'est pas censé être là. Le cours est dédié, les Elou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Reuven, faut dire Amen, chez les Juifs c'est comme ça, et de Mesaouda bat Amram, et aussi pour Yechiel Milo, c'est ça, Ali Maïcha, Georgette Zohara, Raphaël Amram, Avram Eliaou. Et ensuite, à Mavdil Menchem les Métim, on va dédier pour la réfoua chez les malades de tous les malades d'Israël. Une longue vie, une bonne santé pour tous vous tous. Une longue vie pour vos belles-mères, pour qui vous priez tous les jours. Et aussi pour réfoua pour Reuven ben Mesaouda, Monique Malka bat Mesaouda, Chaim. Ah, j'ai pas de dire une bêtise là. Mahloul, ça existe? Mahloul ben Mesaouda. Et bien sûr un Mazal Tov pour le Khatan Kala qui sont avec nous. Qu'Hachem il leur accorde beaucoup de joie, beaucoup de paix, une bonne descendance. Je vous donne le secret de la réussite du mariage, que chacun se sente responsable du sourire de l'autre. Non, ne rigolez pas, c'est très très dur à faire. Alors, surtout faire sourire la femme, puisque la femme a un sourire très cher. D'ailleurs, on le dit, ma très chère femme. Très chère. C'est pour ça que la femme a une mitzvah de pudeur, parce qu'elle est toujours à découvert. Alors, maintenant, le sujet, vous avez lu le sujet, le thème? Oui, non? Non? C'est mieux comme ça, je fais ce que je veux. Alors, il y a une espèce de paradoxe dans le monde. C'est que vous savez qu'il y a plus de 600 milliards d'étoiles dans l'univers, mais que pour l'instant, on n'a que la preuve d'une seule planète habitable. Bon, je sais qu'il y a aussi des extraterrestres qui sont parmi nous, ce qu'on appelle E.T., entièrement tunisien, d'accord, mais pour l'instant, on n'a pas une preuve. Maintenant, quand on réfléchit, pourquoi le bon Dieu, il a fait un truc pareil, de mettre tous les êtres vivants sur la même planète? D'accord? Il aurait pu mettre une planète pour les religieux, une pour les non-religieux, une pour les intellos, une pour les brels, une pour les nerveux, une pour les calmes, une pour les gros, une pour les maigres. Non, il a dit tout le monde sur la même planète. Ce qu'on appelle l'enfer. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qu'on supporte le moins, en fin de compte, c'est quoi? C'est la différence de l'autre. Et ce qu'on apprécie le plus, c'est soi-même. Le pronom personnel préféré, quand même, c'est je. Et je, ça ressemble à Dieu. Je fais ce que Dieu veut. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Dieu. Il y en a un de chez nous, il y a 2000 ans, qui a mal tourné. Il s'est pris pour Dieu, mais il a été épinglé tout de suite. Mais c'est quoi l'idée? C'est de comprendre, et ça c'est très très important, que Hachem il nous demande de faire les uns avec les autres. Et c'est une mitzvah, ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on sait que Ahava, en hébreu ça veut dire amour, mais vous savez qu'en hébreu les lettres ont une valeur numérique. Et que la valeur numérique du mot amour en hébreu c'est echad. Et echad c'est 1. Donc en fait, ve'avta, ça ne veut pas dire tu aimeras. Parce que nous on traduit tu aimeras. Alors je dis, il y a des gens que j'aime, des gens que j'aime pas. J'apprécie, j'apprécie pas. Non, la Torah t'a pas demandé d'aimer. La Torah t'a demandé de faire un avec l'autre. Maintenant, c'est vrai que les gens qui font un finissent par s'aimer. Et le contraire de l'amour, c'est la haine. Comment on dit la haine en hébreu? Sin'a. Et sin'a, au niveau phonétique, ça ressemble à shnaim. Et shnaim, c'est 2. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que la Torah, elle a dit ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain. Traduction, tu feras un, débrouille-toi pour faire un. Alors il y a plusieurs formules, il y en a qui font un au niveau intellectuel, ils se comprennent. Il y a des gens qui font un au niveau émotionnel, ils s'aiment, ils se ressentent. Il y en a qui font un au niveau sexuel. J'ai vu des gens, ils me disent, j'ai dit, mais écoutez, j'ai écouté votre cours sur le couple, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, avec ma femme, nous réglons le problème sur l'oreiller. Je dis, mais il fallait épouser l'oreiller. C'est beaucoup moins compliqué qu'une femme. La sexualité dans la Torah, c'est la finalité. C'est-à-dire que tu fais un dans la tête,
on se comprend. Ensuite, tu fais un dans le cœur, parce que plus on se comprend, plus on se ressent. Et ensuite, on va entériner physiquement les acquis de l'unité intellectuelle et de l'unité émotionnelle. Et si vous trouvez ça un petit peu formel et un petit peu compliqué, parce qu'on veut écouter son instinct, on veut suivre ses pulsions, les pulsions équatoriales, la partie la plus chaude de la planète, ouais. Faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment ensemble depuis des années, mais en fait, ils ne se connaissent pas. Alors, avec qui ils dorment? Dans la Torah, c'est interdit. C'est interdit, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa femme quand on n'est pas, on ne se comprend pas, quand on se prend la tête, quand on s'engueule, à plus forte raison quand on pense à divorcer. Donc les gens qui pensent que la sexualité règle les problèmes, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que quand vous consommez, vous détruisez. Quelqu'un une fois il m'a dit, moi j'adore ma femme, j'aime ma femme. Je dis, mais comment tu l'aimes? Comme une pomme. Il m'a dit, c'est vrai que j'aime aussi les pommes. Je dis, mais t'as vu dans quel état tu mets la pomme quand tu l'aimes? C'est vrai qu'on voyait la pomme après qu'elle a été consommée, il reste un trognon. Et il t'avait prévenu déjà quand vous étiez fiancés, il te disait, ah t'es trognon, t'es trognon. C'était le début. C'est une préparation. Il dit la logique, quand on aime, aimer c'est quoi? C'est faire un avec l'autre. Maintenant je ne peux pas faire un avec l'autre si je pense que l'autre en existant il m'empêche d'exister. Or ce qui nous sépare c'est ce qui nous rapproche. Qu'est-ce qui nous sépare? L'égoïsme et l'orgueil. Ça s'appelle en français la différence. Ça s'appelle aussi l'amour-propre. Maintenant, je ne sais pas, pour les gens qui sont mariés, ils vont comprendre de quoi je parle. La seule manière de créer un amour commun, c'est de détruire deux amours-propres. Maintenant, les gens, ils veulent garder l'amour-propre et développer l'amour commun. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que quand je te regarde toi, à travers moi, je ne te comprends pas toi, puisque je te regarde toi à travers moi. Donc maintenant, l'homme, il regarde la femme comme il voudrait qu'elle soit pour lui. La femme, elle regarde le mari comme elle voudrait qu'il soit pour elle. Mais l'homme n'est pas une femme. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tentatives, mais l'homme n'est pas une femme. C'est très, très important. Aujourd'hui, ils veulent unisexe, tout le monde est pareil. Mais c'est juste au profit d'une minorité qui essaye d'influencer la majorité. Sous prétexte qu'ils ont réussi à réussir à échanger leur baril d'Ariel contre 2 barils d'homo, en fait. C'est une lessive, d'accord. Ah, je vois que les blagues françaises ne passent pas la frontière. Donc ça veut dire quoi? Bon, je vais m'adapter. C'est juste la géolocalisation qui n'a pas pris sur place. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, ce qui est marqué, c'est que ce qui nous sépare, c'est la différence. Et ce qui nous rapproche, c'est la différence. Moi, dans le cadre de mes études de zoologie, j'ai rencontré beaucoup de couples, d'accord? Et c'est très bizarre, parce que quand vous voyez des gens, certains couples, c'est très bizarre, on dirait un papillon avec un épagnol breton. Tu dis, mais comment ils se sont rencontrés ces deux-là? Ouais. Lui, il est très très analytique et elle est très intuitive, d'accord? Lui, il est très superficiel, elle est très intérieure. Je comprends pas comment c'est possible qu'ils sont adaptés les deux. Alors je dis, mais comment vous avez fait pour vous marier? Pourquoi tu l'as épousée à elle? Il m'a dit, parce qu'elle était différente. Ok. Je dis, pourquoi vous voulez divorcer? Parce qu'on est trop différents. Alors c'est un problème. Est-ce que la différence, ça rapproche? Ou est-ce que la différence, ça sépare? Alors c'est très simple. La différence, quand tu l'utilises, ça rapproche. Quand tu la subis, ça sépare. Parce qu'avec des pierres, on peut faire un pont ou un mur. Donc le problème, c'est pas le matériel. Le problème, c'est pas la technique. Le problème, c'est pas les circonstances. Le problème, c'est pas ce qu'on a vécu. Le problème, c'est pas la différence corporelle. Le problème, c'est pas la famille, c'est pas l'argent, c'est pas les circonstances. Le problème, c'est est-ce qu'il y a de la bonne volonté ou il n'y a pas de bonne volonté. S'il n'y a pas de bonne volonté, ça ne marchera jamais. Même avec les meilleurs ingrédients du monde. Vous savez que les 3/4 des gens qui divorcent ont tout pour être heureux. C'est un phénomène. Pourquoi? Il dit oui, mais on est trop différents. Mais la Gemara, elle dit, vous entendez bien là-bas au fond? Ça va? Voilà. La Gemara, elle dit, Keshem shepartsouf em shonot, kach dartehem shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Pourquoi Hachem, bon moi je crois en Dieu, donc je vais dire Dieu, bon vous allez qu'à dire la nature, c'est pas grave. Pourquoi Dieu, il a fait qu'on a tous des visages différents? Vous savez que ça n'existe pas de vrais sosies, ça n'existe pas. Parce qu'ils ont au moins les empreintes digitales différentes.
Maintenant, pourquoi cette différence? Ça sert à rien. Et si vous allez dire, on a besoin d'avoir une tête différente pour pouvoir se distinguer les uns des autres. Mais si on avait la même tête, imagine qu'on avait tous la même tête, toutes des bouteilles de Contex, d'accord? Et je marche dans la rue et je croise un gars qui a la même tête que moi. Est-ce que pendant une seconde, je vais croire que c'est moi? Mais non, puisqu'il est en face de moi. Moi, par exemple, je voyage beaucoup. Des fois, je me croise à l'aéroport parce que je reviens très rapidement au même endroit. Mais je sais que c'est pas moi. Puisque moi, je suis là, donc l'autre, c'est pas moi. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un visage différent? C'est pas pour savoir que l'autre est différent. C'est pour savoir que l'autre est différent. Parce que ce qui me dérange, c'est pas la différence du corps de l'autre. C'est la différence de pensée de l'autre. C'est la différence de caractère de l'autre. C'est la différence de sensibilité de l'autre. Ça m'énerve. Parce que moi, je veux que tu sois d'accord avec moi, que tu penses comme moi, que tu vives à travers moi, que tu m'assumes à moi, ça s'appelle transfert de culpabilité, que tu fasses mes choix à moi, transfert de responsabilité, et le pire de tout, qui n'a même pas été encore imaginé par les psychiatres, c'est le transfert d'existentialité. Ça veut dire que je vais obliger des gens à exister à ma place. Moi, ils viennent chez moi des gens, ils disent, écoutez, Ahmed Chetri, j'en peux plus avec ma femme. Je dis, écoutez, Colwar de Mazalo. Je traduis ou je suis obligé d'introduire au moins 50 mots en arabe pour préparer l'intégration à la Belgique de demain. Mais c'est quoi l'idée? Rigolez, mais en France, c'est déjà trop tard. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Moi, je m'en fiche, j'ai grandi dans un pays arabe, donc je parle la langue. Je comprends la langue. Mais c'est quoi l'idée? J'ai énormément de musulmans qui écoutent les cours. Hein. Je pense qu'ils ont compris que je suis au courant. Donc c'est quoi l'idée? L'idée... De quoi je parlais? À quoi? L'existentialité. Voilà. Transfert. Le gars, il vient chez moi, il me dit, Ahmed Chetri, qu'est-ce que je dois faire avec une femme pareille? Je dis, je sais pas, c'est la tienne. Il me dit, mais imaginez, c'est la vôtre. Je lui dis, d'abord, tu dis Chazvé Shalom. Parce que j'ai rien fait, moi. Mais je sais une chose. Je sais que chaque poubelle a son couvercle. Chaque marmite, je sais plus. Chaque marmite a son couvercle. Non, moi je dis chaque poubelle parce que le gars, quand il parle de sa femme, il dit pour moi, tu resteras toujours la poubelle. Elle est pas sûre d'avoir bien entendu. Il dit, mais cette logique, c'est quoi? C'est souvent le cas. Je lui dis, mais le seul défaut de ton conjoint, c'est qu'il te ressemble. Réfléchissez bien. La vie, c'est comme un examen en 4 étapes. Vous passez un master en 4 ans. Première année, vous devez obtenir 5 UV. Vous savez que ce UV, ce n'est pas un niveau de bronzage, d'accord? La deuxième année, vous devez obtenir 10 UV. La troisième année, 6. La quatrième année, 4. Si la première année, sur les 4, il n'y en a que 1, donc il t'en manque 3. La deuxième année, il t'en faut plus 10, il t'en faut 13. Manque de peau la deuxième année de fac, tu étais amoureuse, tu avais la tête en l'air. Donc tu en as eu 2 sur les 13. Il t'en manque 11. La troisième année, tu en as plus 6. Tu en as 17. Ça va toujours? La première année, c'est le célibat. Quand tu es célibataire, il y a un certain nombre d'UV que tu dois obtenir. Ton indépendance intellectuelle, ton indépendance financière, ton indépendance spirituelle. Ta relation avec l'argent, avec les autres, avec le regard de l'autre, ta connaissance de toi-même, le respect de toi-même, ton équilibre émotionnel, ta gestion de la réalité. Tout ça, ce sont les UV que tu dois obtenir de manière personnelle. Vous me suivez toujours? Voilà. Tout ce que tu n'as pas obtenu en première année, tout ce que tu n'es pas devenu en tant que célibataire, c'est pas grave, tu vas l'épouser. Parce que la Gemara dit, mais Zavgim le Adam les Fima Asav. On te fait rencontrer quelqu'un selon tes actions. Et l'action, c'est quoi? C'est le relief de la personne. C'est-à-dire, ce que je fais n'est que la projection de ce que je suis. Parce que quand vous mettez des pommes de terre, de la viande grasse, du miel, des pois chiches, je sais pas moi, des os dans un plat et que vous le faites cuire pendant 6 heures, c'est rare que ça fasse un fraisier. Même avec beaucoup d'imagination. Ça s'appelle une dafina. Ça veut dire qu'on ne peut pas être autre chose que le résultat de ce qu'on est devenu. Ça va toujours? Mais le problème, c'est que quand je vais rencontrer ma moitié, elle, son seul défaut, c'est que c'est ma moitié. Vous prenez une basket, vous regardez la semelle de la basket. Elle est très bizarre, on sent que le gars qui l'a dessinée a fumé quelque chose. Vous l'appuyez dans la terre, vous ressortez la basket, vous avez l'empreinte de la basket. Ça s'appelle une empreinte inversée. Donc ce qui est un creux dans la basket est un relief dans l'empreinte. Ce qui est un relief dans la basket
est un creux dans l'empreinte. Eh bien, c'est très simple. Là, l'empreinte, c'est ta femme. La basket, c'est toi. Donc, quelqu'un qui est extrêmement menteur, ou il va épouser une femme qui ne ment jamais, ça va être l'enfer, ou une femme qui ment plus que lui, il va devenir fou. D'accord? La femme qui est très très dépensière et tête en l'air et la championne de la carte bleue, elle épouse le gars qui a créé le site barredefer.fr, radin.com. Plutôt mourir que dépenser. Il dit, mais c'est pas possible d'être radin à ce point. Même quand il respire, il calcule. Et elle, même sa carte bleue est devenue rouge à force de l'utiliser. Elle a pris feu dans le distributeur. Comment c'est possible? Donc elle va être obligée de se travailler. Lui aussi, il va être obligé de se travailler. Ça veut dire que le bon Dieu, il va faire qu'on va rencontrer, vous avez compris, en deuxième année, tout ce qu'on n'a pas traité en première année. Ça s'appelle le Shalom Bayit. Shalom, je rappelle que ça vient de Shalem. Shalem, c'est quoi? C'est complet. Complet, c'est le contraire de manquant. Donc, on passe sa vie à combler ses manques. Qui c'est qui te propose de combler le manque? La personne qui a exactement le problème que tu n'as pas réglé chez toi. Donc, toi qui es un grand vendeur, qui a un bagou extraordinaire, tu rencontres une fille qui a beaucoup de mal à parler, mais qui est sincère et qui ne ment jamais. Toi, tu es spécialiste du baratin. Le baratin n'est pas un endroit où on sert des tisanes, vous avez bien compris, d'accord? Et, ça va? J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. Et en fait, tu crois qu'ils gèrent, mais en fait, ils digèrent. Quand je sors une blague, si vous rigolez, je sais que vous suivez. Si vous suivez sur les blagues, j'ai l'espoir que vous suivez sur le raisonnement. Maintenant, si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, Calva Hamor, Calva Homer, excusez-moi, le reste. Et deuxièmement, il y a un peu de la démagogie. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, quand vous rentrez dans le jeu, l'acuité intellectuelle que vous mettez dans l'espoir de ne pas rater la prochaine blague, elle me permet à moi d'augmenter le débit d'enseignement, puisque je sais que vous êtes encore plus accrochés de peur de rater. C'est presque de la démagogie, presque. Et en plus, c'est moi qui suis du côté de la porte. Il n'y a pas un qui sort d'ici. Je vais vous régler votre compte ce soir. Si ce soir, vous n'avez pas gagné 10 ans de maturité, je suis venu pour rien. Parce que j'ai bien compris que ce n'est pas une conférence. En fait, c'est un parcours psychologique qu'on va faire ensemble dans l'espoir de sortir meilleur. Sinon, je ferai du spectacle et je gagnerai beaucoup plus d'argent. C'est pas grave. Bon. Donc, ça veut dire quoi? On m'a dit que la porte est fermée. Je sais pas. Moi, je veux bien l'ouvrir, mais il faut que quelqu'un la ferme. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que en deuxième année, on a dit qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec son conjoint. D'accord? Parce que cette différence, elle m'oblige à changer. Parce que celui qui parle beaucoup, mais qui ment, parce que celui qui parle beaucoup, c'est pour voiler qu'il n'a rien à dire. Ou alors parce qu'il a peur qu'on s'intéresse à ce qu'il n'a pas envie de dire. Celle-là, elle parle jamais, donc elle a un problème. C'est qu'elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à exprimer. Maintenant, lui qui sait parler, il va lui apprendre à parler. Et le problème, c'est qu'il ne parle pas vrai. Donc la personne n'a pas envie de parler. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remettre en cause, il va se travailler, il va réfléchir avant de parler, et il va parler vrai. Donc lui, qui parlait faux, il s'est mis à parler vrai. Elle est bouleversée par les efforts qu'il fait de parler vrai, puisqu'elle voit que c'est un effort pour lui. Donc elle va se mettre à parler tout court. Eh bien, c'est très bien. Maintenant, elle parle, et lui, il parle vrai. C'est bien? Voilà. Vous croyez que c'était pour régler leurs problèmes personnels? Non. La Torah, elle dit que Al-Ken Yazov Ish et Aviv et Timo, c'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère. Le mariage, c'est une façon de couper le cordon ombilical. Après c'est marqué Vedavak Beishto, il collera avec sa femme. Ve'iyu le basar echad, ils formeront une seule chair. Alors nous on pense que c'est un programme. Numéro 1, tu n'es plus le fils de ta mère, la fille de ta mère. Numéro 2, tu colles avec ton mari, tu fais 1. Numéro 3, l'intimité. Non. Basar echad, qu'est-ce que c'est basar echad? Une seule chair. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il ne parle pas de l'intimité, Rashi. Rashi dit, pas Rashi dit, Rashi dit, Avlad notsar mishneem, l'enfant est conçu à partir des deux. Vesham besaram naase achad, et là-bas leur chair fera un. C'est-à-dire que l'enfant est la résultante de la fusion de l'homme et de la femme.
Vous me suivez ou... Voilà. Donc ça veut dire que là maintenant, si déjà j'avais du mal à trouver la ressemblance avec la personne que j'ai épousée, même la musique, ouais. Mais comment tu vas tricher avec les enfants? C'est quoi le défaut d'un enfant? C'est qu'il vient de moi. Quand tu vois ton fils, c'est quoi la frustration d'un père? C'est de ne pas pouvoir dire à son fils d'Orman. Sauf s'il est certain qu'il a un voisin très entreprenant. Ça, c'est vraiment déjà un problème. Ouais. Donc, s'il regarde son fils, il dit, mais d'où tu sors? Et le gosse, il regarde le père, il dit, papa, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Ça, c'est un très grand professeur de botanique qui s'appelle le professeur Wallo. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a dit des choses importantes. Il a dit, les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, les fraisiers font des fraises, et les hamariers, ils font des hamars. Donc quand tu vois un enfant hamar, avant tu pouvais dire, il est beau comme moi et bête comme ma femme. Aujourd'hui avec la génétique c'est impossible, c'est minimum 50-50 dans chaque cellule. Donc comment tu vas faire avec cet enfant? On a dit première année, tu te construis. Deuxième année, tu épouses tes manques. Troisième année, tu les accouches. Donc quand vous arrivez avec un enfant à l'école, ou chez le psychiatre, ou chez le rave, et qui vous dit, écoute, cet enfant, il a volé, ou il a triché, il a menti. Toi, t'es tenté de dire, mais ça, c'est toute la famille de la belle-mère, ça. C'est toute la belle famille, tous des voleurs. Mais tu sais très bien que cet enfant, il vient de toi. Donc on va te dire, eh ben, essaye de le comprendre, essaye de trouver les mots, essaye de te mettre à sa place. Tu dis, mais je suis pas à sa place. Moi j'ai 35 ans, lui il en a 8. Il a volé, maintenant on gagne, il a volé à l'école, les goûter ses copains. Moi j'ai jamais volé un argent de ma vie. T'as pas volé d'argent, peut-être t'as volé l'esprit. Peut-être t'as menti sur ta nature. Peut-être t'as jamais exprimé ce que tu ressens vraiment. Peut-être ça fait 20 ans que tu lui dis que tu l'aimes, mais au fond tu veux qu'elle meure et qu'elle s'étouffe, qu'elle crève cette race. Mais tu le dis pas, parce que t'es quelqu'un d'éduqué. Mais elle s'étonne qu'elle ne sent pas ton amour. C'est que les gens, c'est un peu, je vais vous dire quelque chose, mais vous êtes bien là? Les gens fragiles psychologiquement, il vaut mieux qu'ils partent, parce qu'on va aller très loin. Vous savez que les gens n'entendent pas ce qu'on dit. Ouais, ils entendent ce qu'on pense. Maintenant, quand toi, tu dis ce que tu penses, celui qui entend ce que tu penses. Mais à une condition, c'est que tu penses ce que tu penses. Maintenant, si tu ne penses pas ce que tu penses, le fait de le dire ne fait pas que tu aies compris, puisque la personne ne comprend pas ce que tu penses, mais donc pas ce que tu penses devoir penser, mais ce que tu penses vraiment. C'est-à-dire, si vraiment tu penses que cet enfant, il va réussir, quand tu lui diras « j'ai confiance en toi », il va t'écouter. Mais si au fond tu dis « bon, écoute, il est bête, il est idiot, il est nul », il n'y arrivera pas. Mais comme le psy a dit que tu as lu dans Françoise Dolto qu'il faut lui donner du courage, alors tu lui donnes. Et lui, bizarrement, ça ne lui fait rien. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tu sais pourquoi? Parce que convaincu, ça s'écrit en 2 mots. Non, parce que... Excusez-moi. Ouais. Non, parce que pour être convaincant, il faut être convaincu. Maintenant, c'est un mot, on le lit tous les vendredis soirs dans la prière. Sauf ma'aseh b'mahashava techila. La fin de l'acte est dans la pensée au départ. Les gens ils croient que ça veut dire qu'avant la pratique, il faut la théorie. D'abord la pensée, après l'acte. Mais non. Mahashava en hébreu, ça vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Mais ça vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Donc, marshava, ça veut dire mashata, marshiv, ce que tu considères. Maintenant, attention. Imata marshiv, imata choshev, mashata marshiv, zenikre mahashava. D'accord? C'est-à-dire, si tu penses que tu considères, ça s'appelle une pensée. Mais si imata marshiv, mashata choshev, zenikre gava. Ouais, mais si tu considères ce que tu penses, ça c'est de l'orgueil. Ça veut dire quoi? C'est qu'une personne, je sais que c'est un peu compliqué, parce que vous êtes fatigué, vous avez mangé, et vos cellules, elles sont en train de lutter entre la réflexion et la digestion. Je sais que c'est pas évident. Mais faites l'effort d'élever le niveau, d'accord? Ouais, mais c'est quoi l'idée? C'est qu'il faut apprendre à fabriquer une mahashava. Il faut apprendre à donner un poids à son intériorité. Il faut apprendre que ma pensée, elle est ce que je suis.
Maintenant, si moi je ne suis pas ma pensée, parce que c'est juste de la culture, ou c'est juste une activité cognitive que j'ai pendant une certaine période, mais au fond ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire que quand je dis je t'aime à quelqu'un, il faut vraiment que je le pense. Maintenant, la seule manière de savoir si tu penses ce que tu penses, c'est si tu vis en fonction de ce que tu penses. Mais si tu ne vis pas ce que tu penses, c'est que tu ne le penses pas. Comme l'autre n'entend pas ce que tu dis, mais ce que tu penses, et que toi tu ne penses pas ce que tu penses, c'est normal que quand tu parles, l'autre il n'entend rien. Ça va? Je sais que c'est compliqué, mais rappelez-vous que le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac et qu'il n'y a aucune mitzvah d'être bête dans la Torah. Il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle un téléspectateur, c'est pas permis. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué qu'une personne, elle va fabriquer sa pensée. D'accord? Donc quand je travaille, je fabrique ma pensée. Quand j'étudie la Torah, je fabrique ma pensée. Quand je me remets en cause, je fabrique ma pensée. Maintenant, quand ma pensée, elle est chashouva, elle est importante, et que moi, je pense ce qui est important, alors sauf ma hashava, sauf ma rasé, mais ma hashava tehila. Parce que si vraiment tu veux le faire, ce business, ça va aller. Si tu veux aller au bout de ce doctorat, même si tu redoubles 2 fois, tu vas le faire. Si tu veux sauver ton couple, tu vas le faire. Mais si tu veux sauver ton couple parce que tu penses que ça ne se fait pas, parce que tu ne peux pas faire de la peine à tes parents, parce que tu dis pour les enfants, c'est pas bien de divorcer, ça ne veut pas dire que tu le penses pas. Ouais? Pourquoi? Parce que tu n'as pas créé un espace en toi pour cette pensée. En français, on dit, il n'y a pas lieu de penser. En hébreu, on dit En makom lazé, balev shetra. Il n'y a pas un espace pour ça dans ton cœur. Or, le Rav Dessler, il dit que Alev ou Ametsiout, le cœur, c'est la réalité. On ne parle pas du cœur des émotions. On ne parle pas de la pompe qui envoie le sang dans le corps. On parle de l'essence de la personne. Quand on parle du cœur de la ville, vous avez bien compris qu'il n'y a pas un endroit dans la ville avec du sang qui s'appelle le cœur de la ville. Le cœur du fruit, quand tu coupes une poire, il n'y a pas du sang qui coule. Donc c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est le centre. Le Maharal, il appelle Merkaz Adam, le centre de l'homme. Maintenant, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on ressent, ça vient du cœur. Mais à une condition, c'est que tu sois propriétaire de ton cœur. Que tu sois maître de tes émotions et que tu sois en maîtrise de ta volonté. Mais si toi-même, tu n'es pas en maîtrise de ce qui est à l'origine de tout chez toi, c'est un vrai problème, c'est que tu ne vis pas ta vie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez vu ma petite vidéo sur le cercle? Vous l'avez vu celle-là? Levez la main que... C'est tout? Oh, dommage, je ne suis pas mort hier. Donc c'est quoi? C'est rien, c'est de l'humour ashkenaz, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord. C'est très froid, mais ça dure. Puisque le froid conserve la viande. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Vous prenez un compas. Le compas est l'outil le plus intelligent du monde. La preuve, le même mot en verlan l'exprime très bien. Il y a quand même 2 secondes de réactivité. C'est-à-dire que vous avez une réactivité qui est proche du coma. C'est bien. Si Dieu veut, on va vous ramener à la vie, doucement, doucement. C'est de la rééducation. Donc maintenant, vous prenez un compas. Le compas permet de tracer un cercle. Le Maharal de Prague dit que l'homme ressemble à un cercle. Qu'est-ce que c'est un cercle? C'est le périmètre du cercle. Ça veut dire que c'est une droite, en vérité, qui se rejoint des 2 côtés. La droite est faite de points. Tout ce qui apparaît de l'homme, c'est-à-dire ses actes, ses paroles et ses attitudes, c'est ce qui s'inscrit dans le cercle. Comment on trace un cercle? Avec un compas. Le compas est bizarre. Il y a 2 pointes. Une pointe qui pointe mais qui n'écrit pas. Et une pointe qui écrit mais qui ne pointe pas. Parce que le crayon, il glisse. Mais la pointe, elle pointe. Mais elle n'écrit pas. Comment vous faites? Vous plantez la pointe, ce qu'on appelle en hébreu achlata, oui, en français décision, et vous tracez le cercle, on appelle réalisation. Maintenant, le cercle va être parfait parce que le compas, il est bien. S'il est mal vissé, s'il est mal monté, ça ne marche pas. Si vous avez un compas avec 2 pointes, à chaque fois que vous voulez tracer un cercle, vous êtes obligé de déchirer tout ce qu'il y a autour. C'est des gens qui n'existent que par la destruction de l'autre. Si votre compas, il a 2 crayons, donc il ne pointe pas. Donc à chaque fois que vous essayez de tracer, ça déplace, ça fait un 2e cercle. Ça, c'est les gens qui ont une double vie. Une vie au travail, une vie à la maison. Limite schizophrénie avec tendance naturelle au bipolaire.
il faut avoir une pointe et un crayon. Une force de décision, une force de réalisation. Maintenant, tu peux augmenter ton cercle d'influence. Il y a des gens qui vont avoir une personnalité qui va influencer à 25 000 km de là où ils sont. Et il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire obéir leur chien. Coucher! Tu vois l'extension de la volonté. Maintenant, cet endroit-là, le problème, c'est que quand on trace le cercle, quand on enlève le compas, on ne voit plus le centre. Mais on sait que tout le cercle dépend de la pointe. La pointe, elle est le centre. Vous avez appris à l'école que tous les points du cercle sont à la même distance du centre. Mais si le point du cercle, c'est l'expression de ma personne, donc l'endroit de la pointe du compas, c'est l'essence de ma personne. Le rayon, c'est quoi? C'est que j'ai dit ça à cause de ça. J'ai rigolé parce que c'est marrant, j'ai pleuré parce que j'ai de la peine, j'ai décidé parce que j'ai voulu. Si je ne fais pas le lien entre le cercle et la pointe du compas, ça veut dire je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il y a des gens, et pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Mais pourquoi tu as réagi comme ça? La vérité, je ne sais pas. Elle me dit, pourquoi tu trompes ta femme? Tu as une femme magnifique. Écoute, je sais pas, c'était plus fort. Mais pourquoi tu frappes les enfants? Tu penses que c'est la bonne méthode? J'en sais rien, c'est pas... Alors je vous explique. On va dire l'évolution de la dégénérescence du moi non réalisé. Première période, préadolescence, tu sais pas que tu existes. Un jour, en éclatant bouton d'acné, tu dis tiens, il y a un mec derrière le miroir, colle à cavote, bravo. Après, qu'est-ce que tu fais? Deuxième période, tu accuses les autres. De toute façon, c'est de ta faute, mes parents m'ont pas aimé, mon père m'a pas allaité. Bon, des frustrations. Et après, quand tu te fais attraper et qu'on arrive à prouver que c'est de ta faute, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu désespères. Eh ben, tu sais. Alors, les filles, elles se mettent à pleurer et les garçons, ils se braquent. Mais dans les trois périodes, tu n'as jamais été toi-même. Ça s'appelle la dépersonnalisation. Bah oui, parce qu'à chaque fois, c'est pas de ma faute, c'est parce que je voulais, on m'a obligé, je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi, j'étais absent de cette réalité, c'est trop difficile, j'y arriverai pas, il faut me laisser le temps. Donc tout cet argumentaire de l'absentéisme fait que tu n'es pas présent. Et quand tu n'es pas présent, tu es absent, et les absents ont toujours tort. Maintenant, je vais vous soigner d'une très grave maladie qui est très très répandue. C'est des gens qui pensent que quand ils arrivent à légitimer le fait qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ça justifie le fait qu'ils ont le droit d'exiger d'avoir le résultat comme s'ils avaient fait. C'est une phrase trop longue. Voilà, tous les soirs Cyril Hanouna, il n'y a plus de cerveau. Rav Israël Salanter, il dit le premier interdit de la Torah, Asur liot kesil, il est interdit d'être bête. C'est quoi le contraire de bête? Intelligent. C'est quoi intelligent en philosophie? La capacité d'adaptation. Donc c'est quoi le contraire de l'intelligence? La bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Quand tu es inadapté par ignorance, tu apprends. Quand tu es inadapté par complexe, bah, tu travailles. Quand tu es inadapté par manque de volonté, tu développes ta volonté. Quand tu es inadapté par manque de conscience, tu développes ta conscience. Mais si tu ne veux rien développer, tu vas être un CON. Vous me suivez ou non? Et un CON, il développe des complexes puisqu'il n'assume pas sa réalité. Et quand il se sent cerné par la réalité qu'il n'assume pas, on dit que c'est une personne concernée. Maintenant, quand tu es concerné, c'est que la réalité, elle est adaptée à toi. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? On est entre nous, n'ayez pas peur. Vous croyez en Dieu? C'est pas grave, vous pouvez être sincère, ça ne me dérange pas. Ouais. Mais c'est quoi la croyance? Les gens ils croient que la croyance, c'est de manger cachère, de mêler de filines, de faire Shabbat. Mais ça, c'est évident pour un juif, puisque déjà, à 8 jours, ton père a coupé court à la discussion, parce que quelque part, il te l'a mis là, d'accord? Et d'un autre côté, tu es juif, non? Alors un juif, il fait Shabbat, un juif, il mange cachère. Ah, mais j'ai pas grandi dans ce milieu, c'est une erreur. Cohen, c'est un nom qu'on a pris pendant la guerre, très mauvais choix, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, d'être juif pour un juif, c'est normal. Mais des fois, on atteint un tel niveau d'ignorance qu'il faut envisager la conversion.
C'est vrai, parce que tu prends un goy de Bretagne, d'accord? Le gars, en 2 ans, il devient chassid. Il sait étudier la Gemara, la Mishnah. Toi, ça fait 48 ans que tu es juif, on te dit Ashri Yoshve Betecha, tu crois que c'est une sauce. Shema Israël, tu crois que c'est une chanson de la rabbinite Haddad. Sarit. Alors je vous explique. Écoutez bien, c'est violent, mais c'est vrai. La croyance, c'est pas seulement d'appliquer les mitzvot, ça c'est évident. La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Parce que le bon Dieu ne joue pas au dé. Vous savez qui est-ce qui a dit ça? Albert, qui était finalement d'une intelligence relative. Et si déjà Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit que Dieu ne joue pas au dé, alors toi qui as atteint le certificat d'études du premier coup, tu penses que tu vas prouver que Dieu n'existe pas? Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a fait plus de 3 millions de vues. J'étais dans une gare TGV. C'est vrai, c'est une histoire vraie, moi je mens rarement en public. Hein. Et il y a un gars qui s'approche de moi, il m'a dit, êtes-vous rabbin? Je lui ai dit non, je suis cow-boy. Il m'avait avec le chapeau, le manteau long, et puis il y avait la musique dans la gare. Ah, la, la, la. Il était une fois dans l'Oued. Donc, et il m'a dit j'ai une question. On était sur une gare TGV à Aix-en-Provence ou Avignon, je ne me rappelle plus. Il m'a dit voilà, est-ce que vous pouvez me prouver que Dieu existe? Je dis mais on a combien de temps? Il m'a dit, dans 5 minutes, j'ai mon train. Je dis, écoutez, cette question-là, ça fait 5000 ans que les gens se la posent. Vous voulez que je la réponde en 5 minutes? Il m'a dit, c'est vous le rabbin? Je dis, ok. Alors je lui ai dit, bon, est-ce que vous existez, vous? Il m'a dit, oui. Je dis, comment vous le savez? Je dis, j'en ai conscience. La conscience d'exister, vous l'avez hérité de quelqu'un qui existait? Oui, mon père. Lui aussi existait, oui. Il avait conscience d'exister. Son père à lui, il a existé aussi. Oui, sinon comment j'aurais pu exister? Ah. Et il avait la conscience d'exister. De qui il a hérité l'existence et la conscience d'exister? D'un homme. Le premier homme, il a existé, oui. De qui il a eu la conscience d'exister? De quelqu'un qui existait avant que lui existe. Donc Dieu existe. Je lui ai dit, il vous reste même le temps de boire un café. Alors il m'a dit, mais comment ça se fait qu'un raisonnement tellement simple, on l'a pas développé? Alors ça, en psychologie, ça s'appelle FTG. Il y en a qui ont fait de la PNL, là? Oui? Alors, en PNL, FTG, ça veut dire foutage de gueule. C'est-à-dire, quand tu te fous de ta gueule, c'est pas une question d'intellect, c'est pas une question de QI. Regarde l'oiseau, il en a 2. QI, d'accord? C'est une question d'intérêt. Parce que tu peux avoir le plus gros cerveau du monde. Si tu n'es pas en maîtrise du taux d'intérêt qui influe ta réflexion, c'est sûr que ton intérêt, il va orienter ta réflexion. Comme si ou non? C'est comme si toi, tu as un fusil qui est tordu. Tu tires, mais je comprends pas, je vise en plein milieu, ça tape à côté. Le mec, il dit, écoute, je vais dire la vérité, ton fusil, il est tordu. Donc, il est tordu de 5%. Donc, à chaque fois que tu vises, et avant de tirer, tu déplaces de 5%, et tu verras que tu tires dans le 1000. Maintenant, si ta réflexion, elle est influencée par ton orgueil, elle est influencée par ton intérêt, elle est influencée par tes complexes, elle est influencée par ta peur d'avoir tort, elle est influencée par ta difficulté à se remettre en cause, donc elle est faussée ta réflexion. Donc déjà depuis le départ, tu ne risques pas d'atteindre un résultat qui va te remettre en cause puisque c'est ça qui te dérange. Mais quand tu es libre de la remise en cause, parce que tu es prêt à avoir tort et tu es prêt à avoir raison, et que si tu as raison, il va falloir assumer cette vérité, et que tu n'es pas lié à tes intérêts, là tu peux parler de vérité. Donc la vérité, c'est la maîtrise du taux d'inflexion de l'intérêt qui participe à la déformation de la réflexion. Maintenant, si tu t'es même pas rendu compte que tu es influencé, donc ça veut dire que tu es complètement pourri de la tête. Si tu sais que tu es influencé et tu connais le taux, mais tu veux pas le maîtriser, donc tu choisis d'aller selon tes intérêts, donc il faut arrêter de nous faire genre l'approche intellectuelle. Vous savez, moi quand j'avais 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des 3e années d'Hippocagne. J'allais parler avec des doctorats, ils me disaient, mais rien, mais quel âge tu as? J'ai 3500 ans. Je dis, tu les fais pas. Parce que j'ai commencé un peu tôt à réfléchir. C'est que quand les mecs ils étaient en train de jouer au baby-foot, moi j'étais en train de me demander
la notion d'existentialisme, d'où est-ce qu'elle existe, d'accord? Et si tu as la conscience d'exister, est-ce que aussi tu as la conscience d'avoir la conscience d'exister? Et est-ce que aussi tu as la conscience d'avoir la conscience d'exister? Est-ce que tu as la conscience d'avoir la conscience, d'avoir la conscience, d'avoir la conscience d'exister? Alors où est-ce qu'elle est le début de la conscience? Ah ouais, à quoi je pensais à 14 ans? Donc les mecs, ils étaient là avec leur baby-foot. Oh, j'ai fait 100 points! Et moi, je le regardais, je dis, purée, il a autant de cerveau que la boule qu'il est en train de pousser. D'accord. Mais c'est pas grave. Cette logique-là, elle veut dire qu'un homme est différent des autres hommes. Et Hachem a fait, ou la nature a fait, comme vous voulez, que nous sommes tous différents. Alors comment on va faire? Puisque l'amour, c'est de faire un, et que la nature, c'est qu'on est différent, comment on va faire pour faire un avec des gens qui sont différents? Comment il a dit l'inventeur du détartrant? Sartre, Jean-Paul, pour les intimes, il a dit l'enfer c'est les autres. Il a raison ou non? On est entre nous, n'ayez pas peur. Il est mort, vous pouvez y aller. C'est vrai ou non? Donc tous les gens qui ont dit c'est vrai, j'ai des psys pour eux aussi. Ouais. Ben il avait tort, Jean-Paul. Même s'il est venu en premier, parce que le deuxième, Jean-Paul II, c'est encore plus compliqué, d'accord? Mais c'est quoi? C'est que l'enfer, c'est les autres. Pourquoi? Parce que tu ne supportes pas la différence. Mais le jour où tu vas aiguiser ta différence à la différence de l'autre, mais l'autre, c'est le paradis. D'ailleurs, c'est bizarre que dans la Torah, Dieu, il attache plus d'importance au mitzvot envers les hommes qu'au mitzvot envers lui-même. C'est que si à Yom Kippour, vous avez fait toutes les mitzvot, et vous n'avez pas fait de faute, mais vous avez encore des problèmes avec des gens que vous avez vexés ou à qui vous n'avez pas rendu d'argent, si vous n'avez pas le pardon de l'autre humain, le bon Dieu ne peut pas vous pardonner la faute. Maintenant, attention, ne tombez pas dans le piège de croire que Dieu est humaniste et que ce qui compte, c'est d'être gentil avec les gens. Non, c'est que l'humanisme, ça a été créé par des juifs qui ont enlevé toute la Torah du judaïsme. Il ne restait plus que l'humanisme. Puisque vous prenez judaïsme moins Torah, ça fait humanisme. D'ailleurs, les premiers humanistes, ce sont des juifs assimilés qui sont sortis du ghetto une ou deux générations avant. Regardez, lisez l'histoire, c'est intéressant. Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'être humaniste. C'est pourquoi? Parce qu'être humaniste, c'est être normal. Maintenant, pour la Torah, d'être normal, c'est normal. Je sais qu'aujourd'hui, si vous êtes normal, vous passez à la télé, on vous donne la médaille du mérite de la ville de Bruxelles. Genre, il y a une vieille qui est tombée, tu l'as levée, tu passes au journal de 20h, vous avez levé la vieille, oui, je l'ai levée, c'est vous qui l'avez fait de votre propre initiative, mais c'est extraordinaire. Notre conseiller spécialisé en initiative sur France 22, qu'est-ce qu'il dit? Bah écoutez, effectivement, ça existe encore, des gens qui sont capables d'être sensibles à une petite vieille qui est par terre, il la lève. Le mec qui passe aux 20h, on lui donne la médaille du mérite de la ville de Bruxelles. Ouais, mais je vous dis la vérité. Ça, dans la Torah, ça s'appelle la normalité. Maintenant, ne vous vexez pas, mais d'être normal, c'est normal. D'être sadique, c'est bien. Mais d'être normal, c'est normal. Maintenant, toi, tu veux une médaille parce que tu es normal. Maintenant, quand je dis ça, j'ai des psys, beaucoup de psys qui écoutent mes cours. Des coachs, il y a des gens qui sont des coachs de patron du 440, il m'a dit rien, on leur vend du macheterie toute la journée. Je dis, où sont les royalties? Ah, motus. Excuse-moi, je n'entends plus, il y a un tunnel. Donc, ils me disent, rien, ton problème à toi, c'est que ton niveau de normalité n'est pas normal. Maintenant, moi, j'ai appris de mes maîtres que celui qui veut monter l'Everest, ouais, c'est pas grave s'il ne réussit pas, parce qu'entre-temps, il a monté le Mont Blanc. Mais celui qui tu lui dis, pourquoi tu vas prendre l'escalier, puisqu'il y a un escalator, ne t'étonne pas qu'il reste nul, puisqu'il prend l'escalator. Maintenant, tu prends l'escalator pour monter l'escalier, après tu prends un escalator pour éduquer les enfants, parce que bientôt, ils vont faire un GPS de l'éducation. Attention, ne lui parle pas comme ça, souris-lui, prends-le dans tes bras, dis-lui que tu l'aimes. Après, ils vont faire un GPS de Shalom Bayit. Après, ils vont faire un GPS du travail, parce qu'ils ont déjà fait un GPS de la route. Mais ça veut dire GPS. GPS, ça veut dire que tu perds l'initiative de créativité. Et tu deviens un exécutant au lieu d'être à l'initiative. Et quand tu n'as plus l'initiative, ça veut dire que tu n'as plus la main mise sur la pointe du compas. On a dit qui était la décision. Et quand tu n'es pas dans la décision, tu es dans la réaction. Et quand tu es dans la réaction, tu n'es plus maître de ta vie puisque tu ne fais que réagir au lieu d'agir.
C'est comme les coléreux. Il dit, mais moi, monsieur le rabbin, crois que je m'énerve pour rien? Je m'énerve parce qu'on m'énerve. Je dis, mais comment le gars, il a fait pour t'énerver? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Il m'énerve. Alors, je signale pour ceux qui sont au courant qu'il y a la peau, en dessous, il y a les muscles, en dessous, il y a le squelette. Et dans le squelette, il y a le système nerveux. La peau, c'est la dignité et le respect de soi. Les muscles, c'est les qualités morales. Le squelette, c'est la structure mentale. Et dedans, il y a le système nerveux. Tu peux m'expliquer comment le mec, de l'extérieur, il est rentré dans ton système nerveux? Ça veut dire que tu n'as pas de dignité, que tu n'as pas de qualité morale, que tu n'as pas de structure mentale. Donc en fait, tu es un mollusque. Parce que comment il rentre chez toi, l'autre? Parce que tu m'énerves. Le tu, c'est qui? C'est toi. Le me, c'est qui? Non, le tu, c'est l'autre. Le me, c'est moi. Comment l'autre, il rentre chez moi? C'est comme si tu rentres chez moi, tu ouvres le frigo, tu manges. Il dit, oh, wow, wow, wow. Tu manges dans mon frigo et tu veux pas toucher ma femme aussi? Il dit, ça va venir. Alors tu peux me dire comment tu rentres dans mes nerfs à moi? Moi, tu rentres chez moi et tu m'énerves. Moi, tu me manipules mentalement. Moi, tu me vexes. Moi, tu me fais plaisir. Tes compliments ne me font rien. Et tes insultes, je me reconnais pas dedans. Pourquoi? Parce que j'ai mon indépendance existentielle. Ça s'appelle en français la force de décision. Mais pour qu'il y ait une force de décision, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne la pointe du compas. Mais si cet endroit-là, il n'y a personne là-bas. Parce que vous savez qu'en français, le mot personne veut dire personne et il veut dire personne. Comme en hébreu, ani, ani c'est quoi? Je. Et aïn, c'est les mêmes lettres, c'est le néant. C'est-à-dire que si tu n'es pas devenu ani, tu vas être aïn. Maintenant, comment tu peux exiger le respect qui est dû à la personne quand tu sais au fond de toi-même que tu es personne? La personne, c'est ton intériorité. C'est sur ça que la Torah, elle a dit que chacun est différent. Ça s'appelle le da'at. Maintenant, si toi, tu n'as pas construit ta personne, si tu n'as pas développé ta personne, si tu n'as pas valorisé ta personne, eh ben, t'es personne. C'est ça le respect de soi. Tout le monde parle de ça. Respect de soi, maîtrise de soi, connaissance de soi, cravate en soi, peinture sur soi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, l'article quoi? C'est que tu as fabriqué cette personne-là. Si tu ne l'as pas fabriquée, pourquoi? Parce que toi, tu n'existes qu'en réaction. Genre, quelqu'un me fait un compliment, je suis content. Quelqu'un me fait une remarque, je suis pas bien. Quelqu'un m'encourage, j'ai envie d'y aller. Personne ne m'encourage, je reste au lit à faire une dépression. Mais c'est pas possible. Alors, je vous donne la règle qui a été développée par Ben Chetrit, si vous avez entendu parler de lui, qui va vous faire gagner au moins 5 ans de yeshiva et 21 ans de thérapie. Écoutez bien. Écoutez la phrase. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Vous me suivez ou non? Je prends une batte de baseball. Je tape sur un rocher. La batte de baseball, elle rebondit. Pourquoi? Parce que l'onde de choc ne rentre pas à l'intérieur, parce qu'il est plein le rocher. Mais quand je tape sur un vase, l'onde de choc, elle rentre à l'intérieur, elle explose, parce qu'il est vide. Donc si tu es plein, ça rebondit. Si tu es vide, ça rentre. Donc la faiblesse du faible dépend... Non, la force du fort dépend de la faiblesse du faible. Donc ne dis pas, je suis harcelé par des gens qui me veulent du mal, parce que les gens qui te veulent du mal, ça veut dire qu'ils n'existent que par le fait qu'ils arrivent à te manipuler. Donc qui sait qui les rend forts? C'est ta faiblesse. Mais si tu dis, Annie Lozaz, je bouge pas, je suis banouille, je suis construit, je suis bien, je suis fort, je sais ce que je sais, je sais ce que je crois, je sais ce que je pense, je sais ce que je veux, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Comment tu vas faire pour me bouger? Comment tu vas faire? Je suis une pyramide. Je pèse 260 millions de tonnes. Comment tu vas me bouger? Tu dis, toi, je vais te piquer. Je vais t'énerver. Je vais te pousser à bout. Mais le bout, il se finit au bout de l'univers. Comment tu vas aller au bout? Mais si tu n'as pas fait ce travail de te construire, tu vas dire, je suis fragile. J'ai besoin de me protéger. Je me crée une carapace. Mais pourquoi tu veux une carapace? À cause des rapaces. Et les rapaces, contrairement aux vrais, sont des faucons. Bah oui, parce qu'il y a les faucons et les vrais rapaces.
Maintenant, quand moi, je ne veux pas être le fruit du choix de l'autre, vous me suivez ou non? Parce que les gens étudient, vous savez, c'est difficile de ne pas réagir. Mais déjà, tu es déjà dans une posture de boule de billard qui attend qu'on te tape dans le dos pour avancer. Maintenant, il n'y a pas de différence entre les gens qui vont t'encourager et les gens qui vont te fracasser. Encore une fois, je dois avoir ce qu'on appelle en français l'autonomie existentielle. Oui, moi je vois des gens, ils s'engueulent pendant 30 ans avec leurs parents, 14 ans avec leur mari, 17 ans avec leur patron, 32 ans avec la scolarité, 45 ans avec le judaïsme. Mais t'en as pas marre d'être con. Parce que c'est un con. Un con, c'est un inadapté. Maintenant, t'as des parents, c'est tes parents. Au pire, ils sont maladroits. Mais de toute façon, ils t'ont aimé, la preuve t'es né. Alors qu'ils auraient pu se préserver hâtivement de ta décence en utilisant un préservatif. Mais ils t'ont mis au monde, ils t'ont supporté, les biberons, l'akhra, les changements de couches, l'ahnouna, les nerfs, les redoublements, les stress, les peurs, le vol et les mensonges. Jusqu'à 23 ans que tu as rencontré quelqu'un ou la 32, si affinité. Et après tu dis oui, de toute façon mes parents ils m'ont jamais aimé. Mais crève, je dis réfléchis. Mais comment des gens qui ont donné leur vie, pour toi ils t'aiment pas? C'est le seul truc que tu as trouvé pour expliquer pourquoi tu es malade. Alors, Rabotai, la deuxième chose que je vous enseigne, apprenez à faire la différence entre une raison et un prétexte. Comment on sait la différence entre une raison et un prétexte? Parce que la raison est raisonnable. Maintenant, si ta raison n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Maintenant, jusqu'à quel âge tu peux dire c'est à cause de mes parents? Jusqu'à quel âge tu peux dire mon patron me pousse à bout? Jusqu'à quel âge tu peux dire la Torah m'a pas expliqué, le rabbin m'a pas encouragé, la vie est dure avec moi, mon enfance était pas belle? Jusqu'à quand tu vas penser que tu es là pour réagir alors que le monde il est là pour que tu agisses? Asher bara Elokim la asot, il a dit Hachem. J'ai créé ce monde pour faire. Il dit, l'Agma a dit la asot mal, la asot est arolam. C'est-à-dire que l'homme, il est là pour compléter le monde. C'est que l'Agma a dit que la création de l'homme est mieux que la création de Dieu. Parce que Dieu, il a créé le blé, mais l'homme, il a créé le pain. Dieu, il a créé la terre, mais toi, tu as créé un emplacement, tu as créé un magasin, tu as créé une force. Dieu, il a créé le stylo, mais toi, tu as créé le livre. Dieu, il a créé la femme, mais toi, tu as créé la famille. Donc ta création, elle est mieux que celle de Dieu, et Dieu, il en est fier. Comme les parents, ils sont fiers que leurs enfants, ils aillent plus loin qu'eux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te caches derrière des justificatifs pour justifier ta nullité. Mais d'être nul, c'est pas un effort. Quand vous allez chez Truffaut, vous pouvez acheter des graines de tulipes, des graines de blé, des graines de fleurs. Mais vous ne pouvez pas acheter des mauvaises herbes. Pourquoi? Parce que ça pousse tout seul. Pour devenir intelligent, il faut faire des efforts. Mais pour être nul, t'as qu'à rester naturel, ça va venir. Après, ils ont inventé un métier pour que les gens ils se sentent pas mal quand ils sont nuls. Mais si un psy, il est là pour te légitimer le fait que tu fasses pipi au lit, il fait pas son travail, d'après moi. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études de psychologie, mais j'en ai soigné des psychiatres, je peux vous le dire, d'accord? C'est quoi? C'est que l'homme, il doit t'aider à te réaliser. T'as mis le pied dedans, ok, ça porte bonheur, allez, on passe à autre chose. Tu nettoies les chaussures et t'avances. Toi, tu dis non, je t'explique, c'est pour ça que t'étais mal à l'aise, c'est pour ça que t'es rentré en échec scolaire, c'est pour ça que t'arrives pas à te marier, c'est pour ça que t'as une sexualité difficile. Ok, t'as eu des problèmes. Qui n'a pas eu des problèmes? Qui n'a pas eu des soucis? Qui n'a pas eu des souffrances? Les mecs, ils sont sortis des camps de la mort, ils ont fondé une famille. Toi, t'as raté ton permis, t'as fait 19 ans de dépression. Tu te rends pas qu'il y a un problème de proportionnalité? Et là-bas, que tu as trouvé un endroit, tu as trouvé une caverne pour te cacher. Ouais, et cette caverne, on te l'a aménagée, on t'a mis tes complexes, tes névroses, tes stress, tes angoisses, des gens accusés, des bourreaux, d'accord? Et toi, tu restes dedans. Sors de la caverne. Mais je vais attraper froid. Mets un manteau. Il pleut. Prends un parapluie. J'ai peur de ne pas comprendre. Cultive-toi. Mais je ne sais pas. Apprends. J'ai peur de changer. Remets-toi en... Je ne vais pas danser. J'ai le droit de fermer la porte, là? Oui. Oui? C'est fermé. Non, parce qu'il y a certains comportements qui sont vraiment laxatifs.
Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué qu'un homme, une femme, elle a la possibilité de montrer sa différence. Ça en hébreu, ça s'appelle la tset minakoach et la poal, passer du potentiel au réel. Le Maharal de Prague, il dit, c'est ça la définition de la vie. Le Maharal, il a dit une phrase, il a dit Kol hachaim c'est la tset minakoach et la poal. Moi j'ai écrit un livre, d'ailleurs je l'ai amené, 405 pages sur cette phrase. Tout est dedans. Tout. J'ai plein de coachs, de médecins, de psychanalystes qui se servent du bouquin. Mais ils me donnent rien, mais ils s'en servent. Après, j'ai des gens qui m'ont dit on l'a acheté, mais on l'a pas lu. Je dis c'est pas une mezouza. Faut travailler avec. Parce que tout est dedans, mais il faut faire le travail. Ça, on ne le répétera jamais assez. C'est marqué Vayadarta, Ayom, Vachevota, Levavecha. Savoir ne suffit pas. Il faut que tu deviennes ce que tu as appris. Maintenant, si tu ne deviens pas ce que tu as appris, si tu, encore, comme on l'a dit, si tu ne fais pas ce que tu dis, si tu ne penses pas ce que tu dis, si tu ne penses pas ce que tu penses, ne t'étonne pas que ta vie elle n'a aucun rapport avec ce que tu crois qu'elle devrait être, puisque la vie n'est que le transfert, n'est que la projection de ce que tu es. Ça s'appelle l'effet miroir. Maintenant, si on comprend ça, un homme, il est différent. Chacun d'entre nous est différent. Donc, il faut qu'on développe notre différence. Développer la différence, on l'a dit, c'est passer du potentiel au réel. En français, ça s'appelle exister. Extérieur, ister, être. Il faut être à l'extérieur. Maintenant, si tu ne vas pas être à l'extérieur, au bout d'un moment, ça devient compliqué parce que tu as 32 ans, tu n'arrives pas à dire ce que tu penses, donc tu vas être obligé d'être à l'intérieur. Maintenant, exister, c'est un mot qui existe en français, mais inister, ça n'existe pas. Il y a inhibé, il n'y a pas inister. On dirait que les Français n'ont pas voulu mettre dans le dictionnaire le principal de leur problème. Bah oui, parce que quand tu ne fonctionnes pas par rapport au monde extérieur, tu vas être obligé de fonctionner par rapport au monde intérieur. Donc tu commences à penser tout seul, après tu penses que personne ne t'aime, après tu tournes en rond sur tes problèmes, après tu argumentes ta souffrance, après tu fais une dépression, après tu penses à la mort. Parce qu'une pression ça va, mais dépression, ça va pas. Or c'est quoi la pression? C'est le stress. Et c'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise engendré par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. C'est normal, sinon vous auriez la même longueur de barbe que moi. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et croyez-moi que ça fait des vrais problèmes d'épiderme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi j'ai 30 ans et qu'on me pose une question de 30 ans et je donne une réponse de 15 ans, j'ai quel âge? Tu sais, quand ton copain il t'attrape et tu dis mais tu te conduis vraiment comme un gamin. Ouais, ou quoi que toi tu réagis comme une gamine. Quand pas t'as une fille qui est anorexique et ton problème c'est que tu t'es cassé un ongle. Alors j'ai un problème, ou t'as pas la notion de ce qui se passe autour de toi, ou t'es bien content de trouver une caverne pour te cacher pour ne pas avoir assumé l'anorexie de ta fille. Mais dans les deux cas, t'es pas adapté. Le fait de ne pas être adapté, c'est ce qui crée le stress. Maintenant, toi, tu t'adaptes pas. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Mais moins tu t'adaptes, moins t'es adapté. Moins t'es adapté, plus c'est dur. Puisque rappelez-vous que le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à la portée. Si c'est une valise de diamants et qu'on te dit tu l'emmènes d'ici à Rouen, elle t'appartient. 84 kilos de diamants, 132 millions de carats. La valise de 32 kilos, tu la portes comme ça. Mais si je te dis, voilà, cette valise de cailloux, tu la prends, tu l'emmènes à la gare de Bruxelles et tu peux la garder. J'arrive pas à la porter. Elle est lourde. Pourquoi elle est lourde? C'est pourquoi? Parce que tu n'es pas motivé. Et c'est quoi la motivation? La motivation, c'est la volonté. Et la volonté, c'est la nature de l'homme. Maintenant, quand tu mets ta volonté dans quelque chose, en français, on dit que tu la portes. Et quand tu portes quelque chose sans mettre la volonté, on a dit que tu la supportes. Maintenant, tu réfléchis. Ton conjoint, tu le portes ou tu le supportes? On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord? Donc, la religion, tu la portes ou tu la supportes? Ton corps, tu le portes ou tu le supportes? Tout ce que tu supportes, c'est ce que tu portes sans avoir la volonté de le porter. Maintenant, je vous dis la vérité, hein. La volonté, c'est rien. Moi, toujours, j'étais impressionné par les championnats du monde d'haltérophilie. Vous vous rappelez le petit Tchétchène? Le mec, il fait 1m42. Il est tout petit, il est tassé, il a que des muscles. Il a des jambes courtes, il a un dos tassé comme ça. Alors, on l'appelle. Il se lève, il marche comme ça, mais concentré. Il arrive devant le bac avec le talc, il se met le talc sur les mains, il monte les 3 marches, il se met devant l'haltère. Il se concentre, il y a un silence dans la salle. Il se baisse,
il prend l'haltère, il la met sur ses épaules. Et après, il la met au-dessus de sa tête. Et après, tu vois, ça s'affiche. 262 kilos. Tu peux m'expliquer comment un mec que trempé, il fait 63 kilos, il a soulevé 262 kilos. À votre avis, c'est que des muscles. 90% c'est du mental. Ben oui, parce que si le mec, toi, on te soulève déjà l'haltère, on te dit lève les bras, concentre-toi très fort, on va la lâcher. Tu sais ce qui se passe? Toutes tes vertèbres, elles s'écrasent. Ta colonne vertébrale, elle devient l'accordéon. Les disques, ils sautent comme ça un après l'autre, ils vont se planter dans la tête du juge. Pourquoi? Parce que ton mental n'est pas prêt à supporter une charge pareille. Tu t'es pas conditionné à. C'est exactement pareil. Si tu viens chez toi, je dis tiens, en fait, tiens, il y a un truc à. Ils disent Huckel ici ou Huckel. Tiens, il y a un truc à vendre. 13 millions d'euros. Tu le veux? 1200 mètres carrés habitables. 13 millions d'euros. Tu dis attends, j'arrive même pas à payer mon loyer avec les APL à 421 euros. Donc, tu n'as pas le format de 13 millions. Donc, si on te fait signer un contrat comme ça, tu vas être atteint d'une diarrhée éternelle. Pourquoi? Parce que c'est quoi la diarrhée? C'est la perte de moyens. C'est pour ça que les gens mourront, tout sort. C'est pour ça que les gens ont peur. C'est pour ça que quand tu vas à l'examen, tu as envie de faire tes besoins. Pourquoi? Parce que tu es bouleversé à l'intérieur. Parce que la personne de l'intérieur n'est pas adaptée à l'épreuve de l'extérieur. Maintenant, c'est comme tu veux. Soit tu t'adaptes, soit tu ne t'adaptes pas. Pour s'adapter, il faut grandir. Maintenant, grandir, pour certains, c'est souffrir. Moi, mes enfants, moi j'ai un certain nombre d'enfants, à peu près 4 fois plus que la moyenne d'entre vous, c'est-à-dire une équipe de foot plus les remplaçants. Bien sûr, je parle que des déclarés. Donc, et une fois, je passe à la douane. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les passeports, il y avait les enfants. Vous vous rappelez de ça ou non? Donc, je passe à la douane, et le gars, il prend mon passeport, il voit le nombre d'enfants, il dit « Oh la vache !» Alors moi, je lui dis « Mais je ne vous permets pas de parler comme ça de ma femme. » Il m'a dit « Mais je ne parlais pas de votre vache. » Je dis « Ben non, excusez-moi, comment elle s'appelle Marguerite. » Donc, ça veut dire quoi? Et que tout le monde sait que le bonheur est dans le pré. Donc je lui dis, de quoi je parlais? Et juste avant, et avant, ça fait plaisir, il n'y en a aucun qui suit. Ça veut dire que la seule manière de faire grandir son être intérieur, c'est d'accepter, d'assumer la réalité qui est en face de moi. Donc en fait, les gens qui t'énervent, ils t'apprennent la patience. Les gens qui te demandent de la générosité, ils t'aident à lutter contre ton égoïsme. Les gens qui te font réfléchir, eh ben, ils font fonctionner ton cerveau. Vous me suivez? Les gens qui te donnent des responsabilités, ils développent ta maturité. Donc pourquoi tu en veux aux gens qui te font grandir et tu aimes les gens qui t'entretiennent dans ta non-évolution? Je rappelle que dans Pirkei Avot, on dit Ezeu Gibor, Akovesh et Tisro, qui est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Alors les gens ils croient Yetzer Hara, le mauvais penchant, Belzébuth, Lucifer. Mais non, moi je vous dis, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. J'ai des gens qui ont fait 14 ans d'études de psychologie, ils me disent maintenant j'ai écouté ton cours sur Yetzer Hara, j'ai compris comment est-ce que Freud il explique la zone d'ombre. Je dis Baruch Haba Bekom, tu crois qu'on a attendu Freud pour comprendre la psychologie humaine, qu'on est convaincu qu'il faut dormir avec sa sœur pour apprendre à aimer sa mère? Non, ça n'a rien à voir. Tout ne tourne pas autour de la sexualité, il y a autre chose que la pensée vaginale. Ouais. Donc maintenant, si on comprend ça, d'une personne à l'intérieur, ouais, elle est à l'origine. Maintenant, il faut qu'elle aille chercher cette personne. Et cette personne-là, comment est-ce qu'elle grandit? En se confrontant avec la réalité. Et Gibor, c'est quoi? Gibor, c'est fort. Et Gibor, ça vient de Gever. Gever, c'est un homme, c'est un adulte. Imata Gever, a Yetzer Hara ou Yeled. Si toi, tu es un adulte, le Yetzer Hara, il est un enfant. Si toi, tu es fort, la vie, elle est facile. Si toi, tu es faible, la vie, elle est difficile. Donc, c'est toi qui décides. Mais comment tu deviens fort? Parce qu'on dit Adam Sarich Litgaber. Un homme doit se renforcer. Mais en vérité, Litgaber, ça ne veut pas dire devenir fort. Ça veut dire devenir Gever. Adam Sarich Liot Gever. Maintenant, comment on devient Gever? Ben, c'est très simple. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode pédagogique, c'est-à-dire que d'année en année, tu montes de classe et tu deviens. C'est-à-dire que pendant l'année de première, tu deviens un élève de terminale.
Pendant la 10e année de ton couple, vous devenez un couple de 11 ans. Pendant ta 42e année, tu deviens un homme de 43 ans. En éduquant tes enfants, tu deviens une maman. Oui, c'est ça la différence entre l'élevage et l'éducation. C'est que si tu vois que tu évolues en même temps que tes enfants, c'est que tu les éduques. Si tu vois que tu n'évolues pas en élevant tes enfants, c'est que tu les élèves. Maintenant, l'éleveur de poulets, malgré qu'il a élevé des millions de poulets, il a le même QI que le poulet. Le QI, d'accord? Mais si toi, tu te casses la tête avec l'enfant pour dire pourquoi il est comme ça, comment je vais faire avec ça, comment je vais faire passer ce message, comment je vais le faire grandir, tu évolues avec. Et le couple, c'est pareil. Bah oui, parce que sachez que l'homme, il est enseignant et élève de sa femme. La femme, elle est enseignante et élève du mari, puisqu'il y a des choses que tu dois apprendre de l'autre et des choses que tu dois enseigner à l'autre. Le problème, c'est que les qualités pour apprendre et les qualités pour enseigner ne sont pas les mêmes. Je sais pas, alors chacun, il se sent qu'il est là pour éduquer l'autre, mais il y a peu de gens qui ont compris que l'autre, il est là pour les éduquer. C'est Tekou. Mais restez poli, s'il vous plaît, parce que non, il n'y a pas que lui qui est cool. C'est pas grave. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que quand j'ai en face quelqu'un en face de moi qui est différent de moi, d'accord? Alors je dis, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut la vie? Ouais. La vie, elle veut que je grandisse de ça. Est-ce que je suis prêt à grandir? Encore une fois, grandir, pour les gens qui ne veulent pas grandir, ça s'appelle souffrir. Il y a des gens qui veulent se former tout le temps dans le travail. Il y a des gens qui disent, ah, je connais mon métier. C'est normal. C'est dommage, parce que tant que tu ne connais pas, tu réfléchis. Le jour où tu deviens spécialiste, tu arrêtes de réfléchir, parce que le spécialiste applique des règles sans réfléchir. Maintenant, quelqu'un, moins il réfléchit, plus il a de chances de finir bête. Donc, comme le spécialiste applique des règles sans réfléchir, donc quelqu'un de spécialiste a toutes les chances de finir bête. CQFD, ce que fait Dieu. Par contre, si toi tu dis non, j'ai réfléchi avec le grand, je vais réfléchir avec le cadet. J'ai réfléchi avec la fille, je vais réfléchir avec le garçon. J'ai réfléchi quand l'enfant il avait 8 ans, je vais réfléchir quand il a 14 ans, je vais réfléchir quand il a 20 ans. Toute ma vie, je vais réfléchir. Et je vais grandir. Parce que les gens ne comprennent pas. Moi, je vois des gens, ils m'appellent, Ahmed Chetri, mon fils, ma fille, elle est en pleine crise, j'arrive pas, je suis pas adapté, elle me parle mal, il fuit la maison, il me ment, il triche, il prend des vitamines illégales. Je dis, écoute. Dis-moi, quel âge tu as toi? Il m'a dit, j'ai 34 ans. Quel âge il a ton fils? 14 ans. Combien d'années de différence vous avez? 20 ans. Alors comment ça se fait que tu es choqué? Quoi, t'es pas passé par la crise, toi? Je rappelle, pour les gens qui ne sont pas au courant, qu'un homme passe par 2 périodes de crise. C'est 14-18 et 39-45. C'est 2 crises mondiales. Bon, aujourd'hui, c'est pas 14-18, c'est 14-22 parce qu'il y a les 5 ans de PlayStation qui décalent la maturité. Et c'est plus 39-45, c'est 39-54 parce que toutes les années que tu as passé à regarder les Feux de l'amour, automatiquement, ça t'a sorti de la réalité puisqu'ils ont dit que 85% des gens qui suivent une série de manière régulière font un transfert psychologique entre la série et eux. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'ils regardent le film américain et quand la vedette, à la fin, elle meurt, il a de la peine. Mais il sait que c'est un film, hein. La fille, elle habite à Beverly Hills, elle est en train de faire son footing, elle va très bien. Mais à la fin du film, le mec il meurt, il pleure, c'est toujours les meilleurs qui partent. Ça fait de la peine. Après il rentre à la cuisine, sa femme elle est vraiment en train de pleurer. Il lui tape sur l'épaule, il dit t'arrêtes ton cinéma. C'est que les gens, ils virtualisent leur réalité et ils réalisent leur virtualité. C'est une très très grave maladie. Vous savez, ils ont fait des sondages sur des personnes à qui on a appris de manière inopinée que le héros de leur série était mort. Ils ont fait une dépression. Mais il est mort dans la série, t'as pas compris, il va bien. Il est mort dans la série, genre on arrête la série. Le mec, il... Ah, je peux pas parler, là, j'ai besoin de voir un psy, là, je suis pas bien. Mais il est mort dans la série, Gabriel, c'est le scénariste, c'est rien, c'est bizarre. Non, je sais pas, parce qu'ils disent, ouais, les religieux, ils sont en dehors de la réalité. Mais le mec, toute sa vie, elle est devenue un téléviseur, que sa religion, elle s'appelle Netflix, tu crois qu'il est plus normal que moi? Tous ces gens, toutes ces femmes là qui se gargarisent des feux de l'amour, tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher à la télé ce qu'elles ont à la maison?
Et les gens que par manque de motivation, ils sont obligés à penser à quelqu'un d'autre quand ils vont avec leur femme, tu vas me dire que c'est parce qu'ils ne sont pas religieux qu'ils sont normaux. Alors que d'après la Torah, c'est interdit de penser à quelqu'un d'autre quand tu vas à ta femme. C'est très, très, très grave. Je sais ce que vous me dites. Oui, mais des fois, on n'est pas motivé. Il n'a pas pris la douche, il est tout poilu. Ok. Elle aussi, elle a une baisse des valeurs boursières qui n'est pas un phénomène que financier. Ok. Mais c'est ta femme. Si ton mari, ça fait 26 ans qu'elle te supporte, que là, il m'a dit Rabben Chétrit, il faut que vous parlez à ma femme. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce qu'elle est grosse. Je dis mais ça veut dire quoi grosse? Il m'a dit grosse. Je dis mais grosse comment? Il m'a dit grosse. Je dis c'est quoi? Il m'a dit quand elle passe dans un couloir, le couloir s'en souvient. Non, ça veut dire qu'il y a la marque de la ceinture sur les côtés du couloir. Je dis alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit bah vous lui parlez pour qu'elle maigrisse. Parce que moi la vérité, je ressens plus rien. Je dis mais pourquoi tu ressens plus rien? Parce qu'elle a grossi. Il dit oui, mais toi aussi t'as changé. Les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Les cheveux, chiffre alam. Les performances sportives sont devenues aléatoires. Aléatoires. Et elle n'a rien dit. Nina, elle n'a rien dit. Elle dit c'est pas grave, c'est l'âge, on n'est plus comme on était. La jeunesse, elle passe. Et toi non. Toi tu triches. Tu prends les petits cachets bleus et tu dis alors, comment ça se fait que t'as grossi? À Botaï, c'est pas shoot. Les parents vieillissent, les enfants grandissent, les conjoints changent. Maintenant, quand à l'époque tu l'as épousé, qu'est-ce que tu lui as dit? Je t'aimerai pour toujours. Mais t'as pas précisé le poids. T'as pas précisé les rides. T'as pas précisé les cheveux. Après tu dis non, tu comprends, comme t'as trop changé, alors je suis tenté d'aller voir ailleurs. À Botaï, quand quelqu'un il me dit ma femme elle a vieilli, je lui dis et ta mère? Il m'a dit mais quel rapport avec ma mère? Je lui dis mais elle c'est la mère de tes enfants, jusqu'à quel âge elle va rester Madonna? Maintenant si toi tu te regardes dans une glace et que c'est vrai que vous avez baissé un petit peu au niveau physique, mais vous avez augmenté au niveau confiance, au niveau communication, au niveau psychologique, ça doit compenser normalement. Mais si vous n'avez rien construit au niveau de votre couple, c'est normal qu'il reste que la viande. Et la viande, combien d'années on peut manger la même pizza? Donc si tu as épousé un corps, le corps il va changer. Donc c'est le début de la fin, puisque tout a un début a une fin. Et si tu as épousé une personne, ça peut que s'améliorer, puisque plus elle s'améliore, puisque tu l'aimes. Moi, les gens ils viennent chez moi. Regardez les questions que j'entends. Moi j'ai pas de cabinet, sinon ça se sentirait. C'est pas grave, ouais. Ils viennent chez moi, ils me disent Rabben Chétrit, j'aime plus ma femme. Voilà, ce matin en me levant, j'ai compris que je l'aimais plus. Bon, aidé grâce à la secrétaire, mais a priori, ça s'appelle le contraste. Alors j'ai dit, mais ça veut dire quoi tu l'aimes plus? Eh bien je l'aime plus. Puis après, le cerveau il légitimise, il dit peut-être que je l'ai même jamais aimé. Je dis, bon, comment ils sont nés les enfants? Par Wi-Fi. Alors j'ai dit, écoute-moi bien, JH2, ça veut dire jeune Khmar au carré. Ça s'appelle un protocole. Avant d'arrêter de l'aimer, t'as arrêté de l'admirer. Il dit, c'est vrai, elle est bête, elle est lourde, elle est... Avant d'arrêter de l'admirer, t'as arrêté de la respecter. Je dis, c'est vrai, je la respecte pas, je lui parle mal. Dans ma tête, je me dis, elle est idiote, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis marié trop vite, elle m'a fait le coup de la paille. Je dis, tu vois, c'est malhonnête. Parce que tu as suivi un protocole. Pourquoi? Parce que c'est quoi le respect? Le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Moi, par exemple, vous me respectez. Pourquoi? Parce que je suis grand, parce que je suis beau, parce que je suis barbu? Non. Parce que vous êtes intéressé à ce que j'existe pour vous. Donc, je vais exiter ma Torah. Donc, vous me respectez. Le respect, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Quand tu respectes tes parents, ils te montrent qui ils sont. Quand tu sais qui ils sont, tu sais d'où tu viens. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu comprends pourquoi tu leur ressembles. Mais quand tu ne les respectes pas, tu les empêches d'exister. Quand tu les empêches d'exister, au mieux, ils ne sont pas eux-mêmes. Comme ils ne sont pas eux-mêmes, tu ne sais pas qui ils sont. Comme tu ne sais pas qui ils sont, tu ne sais pas qui tu viens. Donc, d'où tu viens. Donc, tu es obligé de faire 21 ans de thérapie. Alors qu'ils sont là devant toi. Je te dis, le pommier, regarde. La pomme regarde le pommier, c'est facile, non? Ben, cette logique-là, vous avez compris que si le respect, c'est le droit d'exister que je donne à quelqu'un,
Donc, quelqu'un, quand je vais le respecter, il va exister. Donc, quand moi je vais respecter ma femme, elle va exister. Donc, elle va me donner le meilleur d'elle-même. Quand moi je vais respecter mon mari, il va exister. Donc, il va me donner le meilleur de lui-même. Quand la personne, elle donne le meilleur d'elle-même, moi, je suis tenté de l'admirer, puisque je vois le bien, puisqu'elle me le donne. Mais quand je casse l'autre, t'es pas capable, t'es nul, t'es idiot, tu comprends rien, tu me saoules, tu me prends la tête. Donc l'autre, elle est frustrée, elle n'arrive pas à donner le meilleur d'elle-même. Comme elle ne donne pas le meilleur d'elle-même, qu'est-ce que je fais moi? Je vois que le mal. Comme je vois le mal, je peux pas continuer à aimer, puisque j'ai arrêté d'admirer. Et je ne peux pas admirer, puisque j'ai arrêté de respecter. Donc quand toi, tu as commencé à arrêter de respecter, tu as déjà démarré le fait de ne plus aimer. Mais c'est exactement pareil avec ton travail. Quand tu ne respectes pas ton travail, un jour, tu ne l'admires plus, et un jour, tu ne l'aimes plus. Quand tu ne respectes pas la Torah, automatiquement, tu ne l'étudies pas. Comme tu ne l'étudies pas, tu ne vois pas la profondeur de la Torah, donc tu ne l'admires pas. Comme tu ne l'admires pas, tu arrêtes de l'aimer. Mais en vérité, tu es un tricheur, parce que c'est toi qui as arrêté de respecter. Moi, je vous dis, écoutez-moi bien, je vous dis, moi, je n'ai pas fait d'études. J'ai fait le bac et après, je suis rentré à la yeshiva. Donc, j'ai fait une vingtaine d'années d'études talmudiques, mais je n'ai pas fait d'études. Je vais dans des grands, vous pouvez trouver sur Internet, ça s'appelle Quantique Planet. Dans ma chaîne YouTube, il y a 4 vidéos que j'ai tournées là-bas. Il y a 1200 non-juifs qui font standing ovation. Les gens qui interviennent, c'est le professeur Joyeux, qui est un très grand cancérologue. C'est le professeur Novarsky, d'accord, qui est le médecin personnel de Vladimir Poutine, un généticien. L'autre, c'est un psychanalyste qui a soigné de la moitié du monde. L'autre, c'est Rav Yeya Ben Chetri. Tu peux me croire que je parle là-bas, le goy, il se lève pour applaudir. Et le feuge, au bout d'une heure et demie, il te dit, il est sympathique, il est marrant. Il est bon, vous pouvez venir à la bar mitzvah de mon fils. Juste après Gad, vous nous faites un petit quart d'heure sympathique. 100 000 euros. Et le goy, il te regarde comme ça. J'ai peur, parce qu'il te regarde comme ça, il te dit, oh là. C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce que le goy, il n'a pas la mitzvah. Donc il n'a pas le Yetzer Hara. Donc il va écouter. Mais le juif, lui, il a la mitzvah. Donc si le rabbin il a raison, son Yetzer Hara il lui dit, si le rabbin il a raison, tu vas être obligé de faire Shabbat. Alors il dit, non, le rabbin il a tort. Encore une fois, tant que tu ne mesures pas le taux d'intérêt qui déforme ta réflexion, tu ne peux pas dire que ta réflexion est une réflexion puisqu'elle est qu'une réaction à ton taux d'inflexion de tes intentions. T'es mort. Ce qu'on appelle un brel. Même si tu ne t'appelles pas Jacques. D'accord? Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez que Hachem, il a fait qu'on est tous différents. Et d'un autre côté, qu'on doit s'arranger les uns avec les autres. Alors, comment on va faire? Alors, je vous dis le secret incroyable. Il dit Rav Dessler que je dois m'habituer à regarder l'autre tel que lui se regarde. Et moi, je dois m'habituer à me regarder tel que lui me voit. Parce que les gens qui ne se comprennent pas, c'est toujours des gens qui regardent l'autre avec leur regard à eux. C'est comme si moi, par exemple, je dis, je parle, et moi, je me comprends. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne me comprenez pas. Mais quand je parle, je vous regarde. Quand je vous regarde, je vois si vous suivez, si vous comprenez, si vous rigolez, si vous intéressez, si vous regardez la montre, si vous faites des signes comme ça, si vous priez pour que je m'étouffe. Je vois bien. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la communication. Maintenant, communiquer, ça vient de commun. Commun, c'est comme un. Maintenant, comment on peut être comme un en commun, puisque chacun est unique? Donc, il faut que moi, je développe mon côté un unique, que je devienne quelqu'un. Si je ne deviens pas quelqu'un, on a dit donc que je deviens quelconque. C'est ça, quelconque. Quelconque. On a dit que oncle, c'est inadapté. D'accord? Donc, quelqu'un, c'est adapté. Donc, quand je deviens quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai développé mon côté unique et je l'ai développé dans la réalité. Maintenant, quand moi, je suis adapté à ma réalité, que je suis adapté à l'autre, comme je disais à une dame avant le cours, je vais en Israël. Je fais un cours à Bnei Brak avec des chassidim, des Kolelman. Je leur parle. Le lendemain, je vais à Tel Aviv. Je leur parle. Le lendemain, je parle dans une école des enfants de 16 ans. Je leur parle. Après, je vais dans un truc de gens âgés. Je leur parle. Donc, je suis obligé de m'adapter. Mais si je dis, écoutez, je suis comme je suis, c'est aux autres de s'adapter. C'est bizarre. Ah, t'as aucune sociabilité, toi. C'est bizarre. Personne ne fonctionne avec toi, personne ne t'aime, personne ne te comprend. Mais c'est normal.
Maintenant, quand moi je m'adapte à vous, et vous, je vois que vous faites l'effort, ça fait 1h19 que vous me subissez. C'est énorme. Et là, on a fait à peu près ce qu'un rabbin il fait dans 21 conférences. Parce que c'est pas seulement qu'on a amené beaucoup d'idées, c'est qu'en plus, on a fait un parcours. C'est que vous avez fait un itinéraire intellectuel et psychologique avec moi. Il y a des gens qui ont adhéré, je l'ai vu dans leurs yeux, il y en a d'autres qui ont peur d'adhérer. Ils font la tronche comme ça, c'est ce qu'on appelle l'emshun. Ouais. C'est ceux qui pratiquent le bouddhisme. C'est-à-dire qu'ils vont bouder pendant des années et des années. Du coup, à force de bouder, ils ne bougent plus, ils s'assoient par terre, ils grossissent, ils perdent leurs cheveux et ils parlent que du passé. On dit il Bouddha, il Bouddha, il Bouddha. Il y en a qui vont même bouder toute leur vie, ils s'appellent des jusque bouddhistes. Non, je rigole, j'ai rien contre le bouddhisme. D'accord. Donc si c'est ça, ça veut dire que moi, je sais que je suis différent. Toi, je sais que tu es différent. Ta différence m'intéresse. Parce que le maître, il est 100 fois plus fort que les élèves. Mais comment il est fort? Grâce aux élèves. Il dit, Mitalmidai yoter mirabotai. Comment les parents deviennent des parents? En s'occupant de leurs enfants. Donc c'est les enfants qui nous rendent parents. Comment un homme devient un homme? Parce que sa femme, elle veut l'admirer. Donc pour devenir admirable, ouais, il faut être admirable. Pour être respecté, il faut être respectable. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, écoute, je suis un pauvre type, mais tu dois me respecter. Je ne peux pas dire à un enfant, écoute, je suis nul, mais je suis ton père. Je ne peux pas. Il faut que je sois tellement parfait que l'enfant, il dit, mais papa, je suis obligé de te respecter, j'arrive pas. Parce que c'est trop bon. J'arrive. Amir. Le taxi est arrivé. Amir, si tu as une dernière chanson à chanter, alors... Donc ça veut dire quoi? On l'a jamais fait celle-là. Hein. C'est moi? Fallait que je vienne à Bruxelles. Vous savez que le droit de se taire est constitutionnel. Il ne faut pas renoncer à ses droits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Peut-être la prochaine fois, je me mets de l'autre côté. Donc ça veut dire, et ça c'est une chose très très importante, que d'un côté Hachem, il nous a dit qu'on doit être unique, et d'un autre côté, il nous a donné une mitzvah positive de nous arranger avec l'autre. Parce que Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ça veut dire débrouille-toi. Tu dis, mais je comprends pas, moi j'aime pas les intellos, démerde-toi. Moi j'aime pas les gens simples, démerde-toi. Moi j'aime pas les gens gros, moi j'aime pas les gens minces, moi j'aime pas les religieux, moi j'aime pas les non-religieux. Tant pis pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara incroyable, elle est dans le Yerushalmi, dans Nedarim, si vous avez l'occasion un jour de l'étudier avant de mourir. Elle donne un exemple incroyable. La Gemara, elle demande comment la Torah, elle a pu interdire l'otikom velotitor. C'est interdit de se venger, c'est interdit de garder rancune. D'accord? Tout le monde le sait, c'est assuré de se venger. Mais un mec qui t'a planté de 132 000 €, t'as au moins envie qu'il meure. Tu dis, je rajoute 5 000 €, je l'envoie 2 Turcs qui le coupent en morceaux. La Torah, elle t'a dit l'otikom velotitor. Ni tu gardes rancune, ni tu te venges. Et c'est difficile. Le gars, il t'a cassé ton chidour, il a débaratiné la famille, la fille, elle t'a dit, je t'épouse pas. D'accord? Il t'a vendu un magasin pourri, il t'a fait un faux chiffre d'affaires, en fin de compte, c'est un trou, t'as tout perdu. Il t'a vendu une bagnole, elle était à la limite du joint de culasse, et t'as cassé une voiture. Et la Torah t'a dit, attention que tu gardes rancune. Alors le Chafetz Chaim, il dit, mais l'onik na Torah les malachacharet, la Torah n'a pas été donnée à des anges. C'est normal, le mec qui te frappe, tu dis j'ai pas mal. Pire, tu tends l'autre joue. Oh! Vous savez très bien que c'est une version de la Torah sur laquelle nous avons fait une croix. D'accord? Alors, dit la logique que la Torah, elle t'a dit, cette personne-là, elle est différente de toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors la Gemara donne un exemple. C'est quelqu'un qui a de la viande et qui veut couper cette viande. Mais il est dans la nature. Il n'a pas une table comme ça, il n'a pas un établi pour poser. Il n'a même pas une pierre ni une souche. Donc il a la viande dans la main gauche et le couteau dans la main droite. Maintenant, vous savez, quand vous coupez la viande, qu'elle est un peu dure, elle glisse. Et le gars, en essayant de couper la viande avec le couteau glisse sur la viande et il entaille la main gauche. Donc vous avez compris que c'est sa main droite qu'a entaillé la main gauche. La Gemara dit, est-ce que la main gauche, elle va arracher le couteau de la main droite et elle va entailler la main droite?
Elle dit non. Pourquoi? Elle dit la Gemara, chez Nehemar, parce qu'il est marqué dans la Torah, Ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'avais dit, mais je comprends pas de quoi tu parles. Là, tu parles de la main droite et la main gauche d'un même corps. Et moi, je te parle d'une autre personne, du même peuple. Vous me suivez ou non? C'est que tu ne dois pas aimer que les gens que tu aimes. Tu ne dois pas apprécier que les gens appréciables. Tu ne dois pas être d'accord qu'avec les gens qui sont d'accord. Tu dois apprendre la différence. Tu dois apprendre le pluriel. D'ailleurs, c'est très très intéressant. Moi, quand j'avais 16 ans, j'avais renoncé à la communication parce que j'ai dit ça ne sert à rien de parler. Parce que quand tu parles, tu dis 20 unités de communication, il y en a 19 que le gars il va enlever. Parce qu'il n'aime pas ta tête, parce qu'il n'aime pas ton genre, parce qu'il ne comprend pas ce que tu veux, parce que ça le saoule, parce que ça le vexe, parce que ça lui donne l'impression qu'il est débile. Or, si à chaque fois que tu parles 20 unités, il y en a 19 qui s'en vont, c'est normal qu'on ne se comprend pas. Pourquoi? Parce que pour ne pas être d'accord, quand tu dis ça, les gens, eh ben, de toute façon, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais Rabotaï, de vous à moi. Moi, j'ai parlé avec des millions de personnes et des niveaux. Hein. C'est pas les cons comme ça que genre j'ai pas envie de t'écouter. De toute façon, je suis pas comme toi. Vous les religieux, vous êtes obtus. Moi, je suis religieux, moi. Moi, je suis obtus. J'ai soigné des mecs comme toi qui ne sont pas religieux. Et toi, tu me parles que je suis obtus à cause de la religion. Moi, les psys, ils m'appellent pour que je leur donne des protocoles de thérapie sur des traumatismes avant la naissance. Et tu crois que moi, je suis plus débile que toi, Biaïnara, tu as eu un BEP d'éducation spécialisée. Ouais, tu as eu ton DUT de coiffure du premier coup. C'est un peu tiré par les cheveux, comme dit Bruce, mais c'est ça l'idée, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans aucune fausse modestie, j'ai oublié d'être débile. Donc viens, on parle. Tu veux parler avec la kippa, je te parle. Tu veux parler sans la kippa, je te parle. Tu veux parler de philo, je te parle. Tu veux parler de force de vente, je te parle. Tu veux de psychanalyse, je te parle. Tu veux parler de la synthèse de la matière, ça m'intéresse. D'accord? Mais toi, tu peux parler de quoi, toi? À part ton expertise comptable. Donc lequel des deux qui est obtus? Je t'explique. Celui qui a peur de parler, c'est pas parce qu'il est sûr d'avoir raison, c'est parce qu'il a peur de se rendre compte qu'il a tort. Celui qui n'a pas peur de parler, vas-y, parle. Vas-y, argumente. Le domaine que tu veux. On y va. Allez, je suis pas angoissé. Je suis pas stressé que genre tu vas me déstabiliser. Non, ça va aller, vas-y, essaye. Mais c'est quoi l'idée? C'est pas pour dire je suis un super-héros. C'est pour dire que j'ai travaillé cette matière. Parce que moi, je veux croire ce à quoi je crois. Et je veux savoir ce que je sais. Et je veux penser ce que je pense. Mais ça prend quelques dizaines d'années. Et c'est pas en regardant la télé et en lisant des romans de gare. Ça ne marche pas, ça. Ouais, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Et quand tu fais ce travail-là, au Hachem, tu développes une vision incroyable. Parce que les gens, vous savez, c'est comme les impressionnistes. Vous avez regardé les tableaux des impressionnistes? Moi, pendant des années, j'ai cru qu'ils étaient tous myopes. J'ai dit, mais il n'y a pas un mec qui pouvait leur offrir des lunettes. Et il y a des gens, ils sont impressionnistes. Ça veut dire quoi? Ils sont tellement impressionnés que ça leur donne une mauvaise impression. Mais si tu mets des lunettes, tu mets la lunette de la logique, tu mets la lunette de la chorma, tu mets la lunette de la Torah, tu mets la lunette de l'équilibre, mais tu vois net. Vous savez pourquoi on est persécuté depuis 3000 ans? Non? Parce qu'on est le peuple de l'affirmation. Chez nous, la vérité, elle est nette. Chez eux, la vérité, elle est plurielle. Parce que plus tu tires de balles, plus tu as des chances de trouver la cible. Ça s'appelle la probabilité. Ouais. Et eux, ils appellent ça tendre vers l'objectivité. Nous, on sait que la vérité, elle est unique. Et on n'a pas peur parce qu'on la connaît. Et si tu vas dire, oui, on vous a bourré la tête, je te signale que ça fait 2500 ans, 3500 ans qu'on la remet en cause et qu'on se casse la tête et qu'on ne trouve pas l'erreur. Et toi, Bliaïnara, qui a jamais ouvert un livre de Gemara, tu as une question sur la Torah, mais fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Ferme-la. Est-ce que moi, je rentre en pleine salle de chirurgie? Poussez-vous, je suis mécanicien auto, je vais lui réparer son cœur, un carburateur, des durites, des artères. Mais t'es fou, toi? Tu rentres même pas. Alors comment les gens ils viennent, ils disent, pourquoi c'est marqué comme ça dans la Torah? Comment ça se fait que Dieu il a fait ça? Pourquoi Moshe il s'est conduit comme ça? Mais t'es qui, toi? Mais t'es qui? T'arrives même pas à gérer ton chien, tu veux même gérer Moshe Rabbeinu? Alors quoi? Alors on n'a pas le droit de parler? T'as le droit de parler, mais en connaissance de cause. Va te renseigner, va étudier, va apprendre. Est-ce que moi je vais dire à un spécialiste du diamant, il ne brille pas? Écoute mon frère, d'abord c'est un Swarovski, donc tu es en train de me prendre la tête avec tes conneries. Ouais. D'abord tu connais rien en gémologie, d'accord? Qu'est-ce que tu es en train de parler maintenant? Donc tu apprends. Maintenant nul n'est censé ignorer la foi.
Ouais, il est interdit d'être ignorant. J'ai dit tout à l'heure que l'intelligence n'est pas optionnelle, sauf chez les bovins. Donc à partir du moment où je me mets en situation de grandir, et que j'ai compris que je grandis par rapport à quelqu'un qui est plus grand que moi. Donc l'élève, il grandit grâce au Rav. Le Rav grandit grâce à l'élève. L'enfant, il grandit grâce aux parents. Les parents grandissent grâce aux enfants. Moi, je grandis grâce à mon conjoint. Toi, tu grandis grâce à la Torah. Parce que je vous rappelle que la Torah, le seul intérêt qu'elle a, la Torah. Moi, je vous dis, quand j'avais 17, 18, 19, j'étais en pleine crise de philo. Si je parlais, le prof il me disait c'est Platon, c'est Oppenheimer, c'est Goethe. Et moi, je n'ai jamais ouvert un bouquin de philo de ma vie. J'avais peur. Quand j'ai vu qu'Aristote, il est mort dans une maison de prostituées, je dis c'est un mec comme ça qui va m'apprendre la vie. J'ai eu peur. Alors pourquoi j'ai étudié la Torah? Je vous dis pourquoi. Parce que quand tu étudies Platon, tu peux devenir Platon dans la pensée. Quand tu étudies Goethe, tu peux atteindre le niveau de Goethe. Mais quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas devenir l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Par contre, en étudiant la Torah, tu peux aller au maximum de toi-même. Parce que tu ne vas pas atteindre Dieu, mais tu vas aller au bout de toi. Maintenant, le problème, c'est que pour aller au bout de toi, il faut que tu sortes de toi. Sortir de toi, c'est sortir de tes limites. Et maintenant, on a un problème. C'est que le jeu, il est limité. Mais la volonté, elle est illimitée. Donc quand je dis « je veux », c'est une illusion d'optique de croire que c'est moi. Puisque le jeu, il vient de moi, mais la volonté, elle vient de l'âme. Alors attention, il faut faire tout de suite la nuance. Quand on dit que la volonté vient de l'âme, ça veut dire l'énergie de la volonté. Mais l'orientation de la volonté et la connotation de la liberté, de la volonté, ça c'est humain. Alors je vous donne une image. C'est comme le courant électrique. Vous payez, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, en France ça s'appelle EDF. Donc EDF, il amène le courant jusqu'à la prise. Vous maintenant, vous n'allez pas payer la fabrication du courant, vous allez payer l'utilisation du courant. Si vous branchez un frigo, vous mettez le courant dans le frigo, ça fait du froid. Si vous mettez une chaîne hi-fi, ça fait de la musique. Si vous mettez une belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. D'accord? Elle qui se plaint toujours de ne pas être au courant. D'accord? Donc, maintenant, si vous comprenez ça, ça veut dire que moi, je suis l'utilisateur de cette énergie. Maintenant, l'âme, c'est comme la prise, c'est comme EDF. L'énergie qui sort de l'âme, c'est comme le courant électrique. Le consommateur de cette énergie, c'est moi. Maintenant, quand moi je prends cette énergie-là et que je la mets dans mon corps, quand j'en suis conscient au niveau de mon cerveau, elle s'appelle la volonté. Quand je la mets à l'intérieur de mon projet, de mon corps, elle s'appelle la motivation. Quand je la mets à l'intérieur de ma réalisation, elle s'appelle ma détermination. Donc en fait, je ne fais que véhiculer une énergie que je contiens. Alors en éthique médicale, ça s'appelle la vie. Moi j'ai un ami à moi, il a fait 5 ans de physique et 12 ans de médecine pour comprendre pourquoi la cellule elle est vivante et la particule de la moquette elle n'est pas vivante. Moi il est devenu alcoolique parce qu'il est désespéré de le savoir. En vérité, le secret de la vie, c'est l'âme qui est dans la chose. C'est pour ça qu'on peut découper et multiplier une cellule, mais on ne peut pas créer une cellule à partir de rien. Ouais, parce qu'on ne sait pas mettre la vie, on sait juste la véhiculer ou la transporter. Maintenant, si on comprend ça, écoutez bien, attention, hein, parce que là j'ai fini, mais je veux que vous gardiez ça en tête. Si j'ai cette énergie de l'âme, qui quand elle arrive dans le psychique, elle s'appelle la volonté. Et le psychique c'est le jeu. Donc quand je dis « je veux », en vérité, le jeu, il est humain, donc il a un début, parce qu'il a été créé, tout ce qu'un début a une fin, mais l'énergie de l'âme, elle vient de l'âme, et l'âme, elle est divine, donc elle est infinie. Ça veut dire que la volonté de l'homme, elle est infinie, mais le jeu qui la maîtrise, il est fini. Donc on se retrouve dans un paradoxe d'un jeu fini qui maîtrise un vœu infini. Maintenant, quand j'arrive à sortir de l'illusion d'optique, de croire que quand je dis « je veux », c'est moi, ouais, alors c'est très simple. Il faut développer un jeu, il faut avoir le respect de soi, il faut avoir la connaissance de soi. On a dit il faut développer la maîtrise de la volonté. Ça s'appelle le jeu. Mais ce jeu-là, c'est celui qui va servir à orienter le vœu. Donc quand je dis « je veux », c'est que je prends cette énergie infinie de l'âme et je la mets dans quelque chose. Alors je la mets dans la Torah, je la mets dans mon couple, je la mets dans l'éducation de mes enfants, je la mets dans mes projets, je la mets dans mon business. Maintenant, comment un homme il peut créer de l'infini avec le fini? Parce que la nature de cette énergie est infinie, mais que celui qui l'oriente, elle est finie. Vous me suivez ou non?
Maintenant, le problème, c'est que si le jeu, il sert à orienter le vœu, quand il arrive dans la réalité, il va aller à l'infini puisqu'il est infini. Ça va toujours? Mais si je me sers du vœu pour transporter le jeu, donc le jeu, il est fini. Ça s'appelle l'orgueil. Ça veut dire que la seule manière de faire des grandes choses, c'est d'oublier ta petitesse. Maintenant, pour démarrer un projet, il faut que j'ai confiance en moi. Pour rentrer dans les études, il faut que j'ai envie de me réaliser. Pour faire du business, il faut que j'ai envie. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir que le projet soit plus grand que moi. Maintenant, quand ma famille, elle passe avant moi, ça ne me coûte pas de me sacrifier pour ma famille. Quand mon couple, il passe avant mon individu, j'ai pas de problème de shalom bayit, parce que je suis pas toujours en train de dire moi et toi et toi et moi, parce que je dis nous. Mais nous, c'est le fruit du vœu, c'est pas le fruit du jeu. Donc j'ai dit, il faut sacrifier le jeu pour atteindre le nous. Il faut sacrifier l'amour propre pour atteindre l'amour commun. Maintenant, quand je veux créer quelque chose de grand, si tu as envie maintenant d'aider 10 000 orphelins en Israël, et tu commences à dire, mais moi, je gagne 1 000 euros, t'es mort. Mais si tu dis, mais il y a 10 000 orphelins qui ne mangent pas tous les jours, tu vas trouver 90 000 euros par jour. Tu vas trouver 90 millions d'euros par mois. Pourquoi? Parce que ta cause, elle est plus grande que toi. Donc la seule manière de créer quelque chose de grand, c'est d'oublier d'être petit. Donc tu développes un jeu pour mettre en marche le système, mais très vite, tu prends le jeu, tu le mets de côté. Et quand tu mets le jeu de côté, ça veut dire que ton idéal, il est plus grand que ta personne. Et les idéalistes, ils font des grandes choses. Par contre, les réalistes, ils sont naturellement pessimistes puisqu'ils sont bloqués par la réalité. Donc je dis que si moi j'arrive à dépasser mon moi pour toi et que toi tu arrives à dépasser ton toi pour moi, donc on n'a plus le toi et le moi, on a le nous. Et le nous, il s'appelle le couple, il s'appelle la famille, il s'appelle le peuple, il s'appelle la communauté, il s'appelle la communauté internationale, il s'appelle l'humanité, il s'appelle l'universalité. Mais c'est seulement si tu as oublié le jeu. Ah, tu dis, mais on ne peut pas s'annihiler non plus. Je te dis, pour démarrer, tu te sers du jeu. Mais très vite, tu enlèves le jeu. Maintenant, si après 20 ans de mariage, on est encore en train de dire, ta famille, ma famille, c'est mon fric, t'habites chez moi, il faudrait entamer la deuxième année de mariage. Parce que quand on est khatan la première année et qu'il y a la guerre, on ne va pas à la guerre. Tu sais pourquoi? Parce que tu as déjà la guerre à la maison, c'est pas la peine d'aller à la guerre. Mais si après 20 ans de mariage, on est encore dans la guéguerre, alors tu dis jusqu'à quand? Et ouais, jusqu'à quand on va se conduire comme des gamins? Donc la Torah, elle donne les règles. Toutes les règles qu'elle donne la Torah, tu crois que parce que c'est des mitzvot? Ouais. Mais on ne parle pas de la mitzvah, on parle des outils qui te permettent d'atteindre la mitzvah. C'est-à-dire que quand la Torah, elle t'a dit ne vole pas, tu te rends compte qu'elle t'a soigné de 1 million de maladies, c'est de croire que l'autre, il a ton argent à toi. Quand la Torah, elle t'a dit ne convoite pas, c'est que le temps que tu passes à t'imaginer avec la femme du voisin, du coup, tu dénigres la tienne. Quand la Torah, elle t'a dit ne garde pas rancune, ne te venge pas. Donc toutes les névroses qui sont développées à partir de la haine et de la rancune et de la vengeance, c'est au détriment de ton présent. Parce que comme tu passes 15 ans à regretter tes 15 premières années, ça fait déjà 30 ans que tu es à côté de la plaque. Donc de combien de choses la Torah, elle t'a soigné? Combien de maladies? Ils ne se rendent pas compte, les gens. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, mais les religieux, ils sont angoissés, ils sont névrosés, ils sont... Une fois un psychologue, un psychiatre, je ne sais plus, un des deux, je sais qu'il s'en est sorti, mais il est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi Chetri, je ne comprends pas. Vous êtes quelqu'un de très équilibré, de très intelligent, de pragmatique, de cartésien. Comment vous pouvez prôner la crainte de Dieu alors que la crainte, c'est une névrose? Je lui ai dit, mais quel orifice tu as utilisé pour sortir un bruit pareil? Bon, c'est une façon de parler, hein, vous avez bien compris que ça venait d'ailleurs. Mais, alors je lui ai dit, je vais t'expliquer une chose et tu vas tout comprendre. Si moi je voyage beaucoup, je prends à peu près l'avion 1 fois, 2 fois par semaine. Toujours dans l'avion, à côté de toi, il y a un gars ou une fille qui a peur. Donc au décollage, à l'atterrissage, elle tient les sièges comme ça, elle stresse, donnez-moi un verre d'eau, elle a les vapeurs, elle regarde par la fenêtre, vite que ça passe. Et moi, je dis à l'hôtesse, il faut lui donner un verre d'eau, elle sent pas bien, vous la cachez. Et puis au bout d'un moment, il dit, mais vous avez pas peur? Je dis non. Elle me dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas peur? Je dis, parce qu'on va tous mourir. Parce que Ben Chetri, Ben Laden, c'est... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens qui ont peur de la mort, ils gaspillent leur vie. Mais les gens qui acceptent la mort, ils profitent de la vie.
Tu dois savoir que tes parents vont mourir. Tu dois le savoir. Tu dis Hazve Shalom Simsilenu. Mais comme tu sais qu'ils vont mourir, tu les appelles, tu t'occupes d'eux, tu passes du temps avec eux. C'est pas que tu les vois pas, sous prétexte qu'ils habitent en face. Et quand ils meurent, tu dis ah, j'aurais dû lui parler, je vais aller voir un thérapeute. Mais t'es con, ils habitent en face. Va les voir. T'as des enfants, ils sont devant toi. Parle-leur, prends-leur dans tes bras. Dis-leur que tu les aimes. Non, c'est quand ils sont jeunes, de toute façon, c'est des gamins, ils comprennent rien. Après, quand ils grandissent, de toute façon, ils ne coûtent pas parce qu'ils ont leur personnalité. Alors, c'est quand que tu vas leur parler? Et le mari, c'est pareil. C'est quand on est bien. On ne va pas commencer à parler de ce qui ne va pas, parce que sinon, on va se faire la gueule. Et quand on n'est pas bien, j'arrive pas à parler parce que je parle à un mur. Alors, c'est quand que vous parlez? Ils sont bizarres, les gens. Ça, c'est pas de la Torah, c'est de la logique. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Hachem, il a fait la différence. Et de la différence, on peut grandir. Maintenant, si on est assez intelligent pour comprendre qu'on a juste 3500 années d'avance, je vous dis, moi, je n'ai pas fait d'études. Ouais. Le jour, je parlais avec un scientifique, je lui ai expliqué comment il fonctionne l'œil, et le mec, c'est le plus grand ophtalmo d'Europe. Il m'a dit, mais d'où vous sortez ça? Je lui ai dit, mais c'est un Rachid en Kiddushin d'Aflamed Aboudbet, le mec qui est devenu fou. C'est que le Ramban, Nahmanide, il dit que la semence de l'homme, elle est faite de la même nature que le sang, et que le sang, il est fait de particules extrêmement petites, et que chacune d'entre elles, elle contient toutes les caractéristiques physiques de la personne détentrice de ce sang. Alors je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que ça s'appelle l'ADN. Tu peux m'expliquer comment le Ramban, en 1114, il parle de l'ADN? Et tu vas me dire que c'est un hasard. Tu peux m'expliquer pourquoi la statue du Ramban, elle est à l'entrée de la faculté de Montpellier de médecine? Tu peux m'expliquer pourquoi aux États-Unis, le seul diplôme de médecin qui est accepté sur toute l'Europe, sans équivalence, c'est celui de la faculté de Montpellier? Pourquoi? Parce que c'était la première faculté de médecine au Moyen-Âge. Tu peux m'expliquer pourquoi cette faculté, pour aller écouter les cours, il fallait apprendre l'hébreu? Parce que tous les enseignants, c'était des rabbins. Tu peux expliquer comment les rabbins ils peuvent expliquer comment fonctionne le corps humain alors que l'autopsie est interdite d'après la Torah? Parce que Sod Hachem l'Iréab, le secret de Dieu est à ceux qui le craignent. Donc les Chachamim n'ont pas attendu la science. Elle est juste longue. Et on le dit trop bon, trop long. Donc, je ne vous demande pas de devenir des rabbins, mais ne méprisez pas votre connaissance. Ne négligez pas votre patrimoine. Vous avez connu Mitterrand, François? C'est ce qu'il disait, Mitterrand, il allait régulièrement manger chez le Ramassi Truc. Il disait, je méprise les Juifs qui ne s'intéressent pas à leur patrimoine, la Torah, alors qu'ils y ont droit, parce que nous, qui n'y avons pas droit, nous en connaissons la valeur. Et c'est Mitterrand, tu te rends compte? Mitterrand, c'est-à-dire ça, c'est pas Plain-Terrand, c'était Mitterrand. C'est toujours un gars qui a été à moitié, on ne sait pas s'il était d'extrême droite ou de gauche, on ne sait pas. En tout cas, il a demandé à être enterré dans son village de naissance en tant que dernier message. Vous savez comment il s'appelle son village de naissance? Jarnac. Jusqu'au bout. En tout cas, j'étais très très content de la chance que j'ai eue de passer un moment avec vous. Encore une fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. S'il y a des gens qui ont mal pris, qui ont mal compris, sachez qu'il n'y a que de l'amour. Et si je vous ai mis la tréha, c'est pas grave, c'est que par bonne intention. Essayez de sortir de vos a priori, de dire de toute façon je ne suis pas comme ça, je ne suis pas intéressé, parce que je vous dis, des goys qui mangent du cochon tous les jours, ils écoutent les cours toute la journée parce qu'ils en tirent une intelligence, ouais, et des gens avec des a priori qui sont souvent liés à des problèmes personnels qui n'arrivent pas à gérer, parce que sachez qu'on transfère ce qu'on contient, et que l'angoisse, c'est juste le transfert de la mort que tu n'arrives pas à gérer en toi, d'accord? Donc le jour où tu as envie de te libérer de tes problèmes personnels pour devenir une personne complète, tu verras que la Torah, elle peut beaucoup t'y aider, bien que ça ne reste que le préliminaire à ton vrai devoir d'homme qui s'appelle d'être un tzaddik et une tzaddiket. Voilà. Maintenant, si à part ça, vous voulez continuer ce travail, réfléchir, travailler, alors j'ai amené 2 livres avec moi que j'ai écrits, d'accord? Ils contiennent à peu près 21 ans de faculté et 17 ans de yeshiva. Il y a aussi des packs sur clé USB qui sont des packs de Shalom Bayit, c'est-à-dire des programmes de construction du couple pour les jeunes mariés, ou de sauvegarde, ou de sauver le couple pour les gens qui sont déjà mariés, parce que même les téléphones, ils font des mises à jour, à plus forte raison que les couples, ils doivent faire des mises à jour. Et aussi un pack pour l'éducation, donc il y a 12 cours pour les parents et 18 cours pour les adolescents, et n'attendez pas la crise pour devenir intelligent, parce que ça va tellement vite,
Avant, il fallait 25 ans pour faire une génération. Maintenant, il faut 1 an. Déjà, vous ne savez même pas utiliser les tablettes, que vos enfants de 3 ans, ils savent le faire. Donc imaginez que vous êtes de la préhistoire par rapport à eux. Donc si vous n'avez pas anticipé en vous construisant, c'est normal qu'après, vous avez du mal à suivre. Donc tous ces soucis, ils sont là. Maintenant, ne venez pas demain me dire, on va les commander sur Internet, on ne fait pas d'expédition sur la Belgique. Donc là, vous pouvez les payer au prix français, sinon demain, il n'y en a pas. Maintenant, je ne vous oublie pas à les acheter, je sais, parce que ça peut vous sauver un couple. Ça coûte 50 €, alors qu'un divorce en moyenne, ça coûte 70 000. Donc après, si vous êtes dans la communauté, vous avez un peu le sens des chiffres, donc vous devez imaginer que ça peut être intéressant. Et si vraiment vous prenez le cours, vous prenez le livre, et vous le lisez, et vous me dites j'ai rien appris, je vous rembourse le livre. Ça fait 20 ans que je dis ça, au contraire, les gens, non seulement qu'ils ne remboursent pas, mais en plus ils s'en servent. Il y a un cours qui s'appelle la communication, il y a un gars, il a acheté 5 €, il a développé avec une méthode de force de vente, il le vend à Publicis à 100 000 €. Donc j'attends toujours la différence, mais bon, c'est pas grave. Allez, Chazak ou Baruch, à bientôt.